Bonjour, on se croirait un peu au cinéma. Euh, Bonjour à tous, bienvenue au showroom d'IKKS. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une matinée inspirante autour de la RSE et de l'économie circulaire. Je suis Camille Colbus, je vais être votre modératrice sur toute la matinée. On va être ensemble pendant 2 heures et on va voir ensemble les différentes facettes de la mode circulaire. Pour introduire cette matinée, je vais inviter Nathalie Leclerc, membre du CODIR d'IKKS, à introduire cette belle matinée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aussi aujourd'hui pour cette journée RSE. Donc, comme l'a dit Camille tout à l'heure, l'objectif de cette réunion, c'est une journée d'inspiration. C'est un peu de s'ouvrir l'esprit. On sait qu'on en a tous besoin dans le contexte de notre marché compliqué. C'est la 2e réunion de ce type qu'on organise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait organisé en 2023, je crois, une journée sur le thème du Made in France avec Léa Marie du Slip français. Le thème aujourd'hui, ça va être l'économie circulaire, donc un sujet un petit peu différent. Donc on va aborder le sujet de la réparation, la seconde main et la traçabilité. Nous accueillons aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de les accueillir, nos partenaires qui nous accompagnent dans tous ces sujets de circularité. Donc nous accueillons Aude de Smala, Blandine des Réparables, Pauline des Raccommodeurs et Léa, enfin il y a 2 Léa de Trace for Good. Trace for Good, oui, c'est ça. Voilà. Donc merci d'être là. La matinée, comme vous l'avez vu, était animée par Camille, donc qui va animer toute la matinée. Voilà. Et après la table ronde, on accueillera 2 intervenantes. Donc on va accueillir Élie Dahan-Lamort, qui est présidente de la Fédération de la mode circulaire. Et c'est ça ? Présidente de la Fédération de la mode circulaire, c'est ce que j'ai, c'est ça ? Voilà, bon. Et Victoire Sato, qui est fondatrice de la revue The Good Goods, qui est un média majeur dans le monde de la RSE, dans le domaine du textile. Donc bienvenue à toutes les 2 et merci d'être là aujourd'hui pour nous accompagner pour cette journée. La séance, donc, comme on vous l'a dit, va être enregistrée. Donc, elle sera diffusée en interne. On va la diffuser aussi sur YouTube et sur LinkedIn. Voilà, donc vous pourrez la revoir et puis communiquer auprès de vos équipes ou des personnes qui travaillent avec vous qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour qu'elles puissent regarder et profiter aussi de cette matinée. Je remercie Elisabeth pour l'avoir organisée. Voilà, merci. Et je vous souhaite une bonne matinée et j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses et que vous en ressortirez de bonne humeur. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Effectivement, on a beaucoup de choses à voir ce matin. C'est un sujet assez vaste, l'économie circulaire, principalement dans la mode circulaire. On va essayer de tout aborder en 2 heures. Ça va être un peu short, mais on va essayer de faire ça. On commencera par un petit inspirational talk que je vous ferai sur Too Good To Go, qui est le mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est une entreprise qui s'est inscrite dans l'économie circulaire. On fera ensuite un petit jeu, un caout, pour voir qui s'y connaît vraiment, finalement, en économie circulaire. Donc, on va un peu tester vos connaissances. Ensuite, on aura notre table ronde. Comment la circularité transforme-t-elle la mode d'hier à aujourd'hui ? Et enfin, une interview croisée, du coup, de Victoire et Élie pour avoir un focus sur la réglementation et la législation dans ce domaine. Et on conclura à 12h30 pétant, puisque pas mal de gens ont des impératifs, donc on essayera vraiment de finir à 12h30 et je vous relâcherai à ce moment-là. Pour commencer, je vais vous parler effectivement de Too Good To Go. Alors déjà, qui connaît Too Good To Go dans la salle ? Ou qui ne connaît pas ? Qui ne connaît pas ? Ce sera plus simple. Voilà. On a une personne quand même qui ne connaît pas. Eh bien, super. Je vais, comme ça, vous allez apprendre au moins quelque chose ce matin. Et pourquoi est-ce que je vous raconte l'histoire de Too Good To Go ? Parce que c'est une entreprise qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est une entreprise où j'étais la première salariée de Too Good To Go. J'ai commencé finalement en tant que bénévole en 2016, donc il y a un peu plus de 8 ans. Et j'ai fini 7 ans plus tard à New York en tant que directrice des ressources humaines et de la stratégie des 17 pays. Donc une super aventure entrepreneuriale. Et pourquoi est-ce que je voulais vous raconter l'histoire de Too Good To Go ? Pas seulement parce que ça me tient à cœur, mais aussi parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une entreprise à impact qui est rentable.
On va le voir, aujourd'hui, Too Good To Go est présent dans 19 pays et c'est une entreprise rentable qui a toujours su garder au cœur sa mission et son impact. Alors, je vais vous raconter comment est-ce que ça a commencé, et ça a tout d'abord commencé avec un constat. Le constat, c'est de se dire qu'il y a un quart de tout ce qu'on produit sur la planète qui part à la poubelle. Donc il y a 40% de ce qui est produit qui est jeté. Alors quand on regarde ce chiffre, ça paraît complètement aberrant. En sachant également qu'il y a 10% des émissions de gaz à effet de serre au monde qui sont dues au gaspillage alimentaire. Et que 25% de l'eau qui est utilisée pour produire ces aliments est finalement jetée. En fait, quand on a ces chiffres en tête, on se dit que c'est pas possible. Alors, on n'a pas tous les jours ces chiffres en tête, bien évidemment, mais nous, en 2016, quand on a commencé à regarder ces chiffres, on s'est dit comment est-ce qu'on peut redonner de la valeur à des produits qui sont toujours consommables et toujours bons, et finalement, comment redonner de la valeur à des déchets. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer Too Good To Go. Donc Too Good To Go, tout simplement, c'est une application mobile qui permet aux commerçants de revendre leurs produits en fin de journée à des utilisateurs qui, comme vous et moi, vont pouvoir récupérer des produits à tout petit prix. C'est finalement une solution simple, facile et efficace pour que chacun puisse, au quotidien, lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est vraiment une solution gagnant-gagnant. Alors, au bout de 8 ans, je vous le disais, on a bien grandi. C'est une entreprise internationale qui est présente dans 19 pays. On a d'abord, bien évidemment, commencé par l'Europe. On a monté la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, etc. On s'est étendu en Espagne, au Portugal. Et 5 ans après le lancement, on s'est dit pourquoi ne pas aller regarder ce qui se passe aux États-Unis. Parce que si je commence à vous parler des chiffres américains, en termes de gaspillage alimentaire, c'est encore plus déprimant. Et on n'est pas là pour être déprimé. Donc on part aux États-Unis 5 ans plus tard, et là on commence par New York, Boston, et on s'étend sur la côte ouest. Alors on a réussi notre pari, aujourd'hui on est toujours aux États-Unis, ça fonctionne toujours. On a ensuite lancé le Canada, et quelques années plus tard, on s'est lancé en Australie. Donc je vous le disais, aujourd'hui c'est vraiment une entreprise internationale. En termes de chiffres, qu'est-ce que c'est Too Good To Go ? C'est une entreprise de 1200 personnes en 8 ans et demi. Qui a sauvé 350 millions de repas avec 100 millions d'utilisateurs. En France, pour vous donner un peu un ordre d'idée, il y a 1/3 des Français qui a l'application sur son téléphone. On l'a vu dans cette salle. Alors, je ne sais pas si tout le monde a l'application, mais en tout cas, vous en avez tous entendu parler, à part une personne. C'est pas grave, monsieur, vous allez pouvoir la télécharger. On a une très grande communauté de commerçants qui s'engagent au quotidien avec nous dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais surtout, en fait, on a un impact réel sur les CO2 qu'on évite. On a évité 945 000 tonnes de CO2 en permettant à chacun d'aller récupérer son petit panier à la fin de la journée. Alors au tout début, quand on a lancé l'application, jamais on se serait dit que ça donnerait ça. Pour être honnête, moi je vous disais, j'ai commencé en bénévole, c'était un petit projet que je faisais sur le côté, d'aller récupérer un panier, 2 paniers, c'est tout. Et en fait, quand on se rend compte de la valeur de l'acte citoyen, et en fait, on se rend compte que chaque petit geste compte finalement, puisqu'on arrive à ce type de chiffres. Alors, on n'a pas seulement créé une application, mais on a été beaucoup plus loin. Et pourquoi est-ce qu'on a été beaucoup plus loin ? Tout simplement parce qu'on avait envie d'avoir un impact pas seulement direct du citoyen, mais un impact aussi indirect. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a 10% du gaspillage des ménages qui est dû à une mauvaise compréhension des dates de consommation. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 2 dates. Il y a les dates de à consommer jusqu'au et à consommer de préférence jusqu'à. Et en fait, les dates de à consommer de préférence jusqu'à, le consommateur n'est pas forcément au courant de qu'est-ce qu'on fait avec cette date. On a donc créé des pictogrammes pour sensibiliser et éduquer le consommateur. Ces pictogrammes, c'est ceux que vous voyez sur la slide, observer, sentir, goûter, qui permettent tout simplement à l'utilisateur de revenir à ses sens et d'observer, de sentir et de goûter si son yaourt pique ou pas.
Et ça permet effectivement de réduire le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, Too Good To Go travaille avec plus de 500 marques avec ces pictogrammes-là dans le monde entier et principalement en Europe. On a également été beaucoup plus loin et on a voulu sensibiliser les plus jeunes. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de sensibiliser la nouvelle génération à cette économie circulaire. Et on a créé Mon École Anti-Gaspi. Mon École Anti-Gaspi, c'est un programme pour sensibiliser les élèves avec pas mal de jeux qui sont aujourd'hui utilisés par plus de 20% des écoles en France. Donc je vous le disais, on a vraiment créé une entreprise qui a cet impact direct avec l'application, mais aussi cet impact indirect. Et en fait, on a réussi à garder notre cap. Quand je vous parle d'une entreprise issue de l'économie circulaire qui a un impact et qui est rentable, c'est parce qu'on a réussi à garder ce cap et cet impact au cœur du projet. Comment on a fait ? Alors la première des choses, c'est assez simple quand je le dis, mais finalement pas si simple quand on l'a commencé au début, c'est qu'en fait notre KPI principal, c'est le nombre de paniers qu'on sauve. Et donc forcément, c'est le nombre de CO2 qu'on va éviter. Et une petite anecdote assez marrante, au tout début, quand on levait des fonds ou quand on allait voir des partenaires qui nous demandaient « mais c'est quoi votre chiffre d'affaires ?» Nous, on leur répondait « alors nous, on ne parle pas en chiffre d'affaires, on parle en nombre de paniers sauvés. » Et c'est bête, mais ça change tout. Parce qu'encore une fois, votre impact est au cœur du projet. Quand vous parlez à vos partenaires, quand vous parlez à vos investisseurs, quand vous parlez à vos salariés, on ne parle pas d'argent, on parle de paniers sauvés et de CO2 évités. Alors, bien évidemment, ça reste un business, mais le fait que ce soit intrinsèque à l'entreprise permet de garder cet impact. Après, la deuxième raison aussi du succès de Too Good To Go et que son impact soit resté au cœur, c'est les valeurs, la culture et les gens qu'on a recrutés, des gens qui croyaient vraiment en la mission et encore aujourd'hui, des investisseurs qui croient réellement en la mission. Et ça, c'est important, un codir qui a envie en fait de s'investir dans ces sujets-là pour un investissement sur le long terme. Tout ça pour vous dire que Too Good To Go, c'est une entreprise qui est rentable et qui fait de l'impact. Pour nous, quand on a lancé Too Good To Go, alors bien évidemment, on avait envie de lutter contre le gaspillage alimentaire et que plus aucun produit ne parte à la poubelle. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un panier toutes les 4 secondes qui est sauvé. Donc, on est assez fiers de ce chiffre-là. Mais en fait, on avait aussi envie de prouver que c'est possible de faire une entreprise à impact qui soit rentable. Alors aujourd'hui, on l'entend de plus en plus, mais imaginez-vous, il y a 8 ans, ce discours-là, il était compliqué. Les gens n'y croyaient pas. Alors on a dû se battre, on a dû mettre toute notre force et toute notre énergie, et on l'a prouvé. On est une entreprise créée il y a moins de 10 ans, internationale, de 1200 personnes, qui est rentable et qui a un vrai impact sur la société et sur le gaspillage alimentaire. On a su faire, finalement, des déchets. Avant Too Good To Go, c'était des déchets, ce que le boulanger jetait à la fin de la journée. On a su le revaloriser et donner une valeur à ces déchets. Et c'est toute l'ambition de l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on regarde nos déchets différemment ? Comment est-ce qu'on revalorise nos déchets ? Donc, on a réussi à prouver ce modèle et on a réussi à prouver à toutes les entreprises qu'il était possible de faire de l'impact tout en étant rentable. Donc voilà, moi je suis hyper fière d'avoir pu vous partager un peu mon histoire et l'histoire de Too Good To Go. Je pense que c'est un bel exemple de rentabilité et impact qui j'espère en tout cas vous a un peu inspiré et vous a donné des idées pour la suite. Voilà, c'était l'histoire de Too Good To Go. C'est toujours intéressant de voir que, en fait, il y a plein de chiffres qu'on ne se rend pas forcément compte au quotidien ou au jour le jour, typiquement sur la production d'un t-shirt en coton. Et en fait, quand on commence à prendre en considération ces valeurs, on se dit que ça peut être intéressant de changer de modèle, de passer à une économie qui est beaucoup plus circulaire. Maintenant que vous avez tous ces faits, tous ces chiffres au clair et ces concepts clés, je vous propose de vous plonger au cœur du sujet avec du coup notre table ronde. Comment la circularité transforme-t-elle la mode d'hier à demain ?
Et j'invite du coup à me rejoindre Pauline, cofondatrice des Raccommodeurs, Léa, cofondatrice de Trace for Good, Elisabeth, directrice RSE d'IKKS, Aude, cofondatrice de Smala, Blandine, fondatrice des Réparables. Merci à toutes d'être avec nous ce matin sur cette super table ronde qu'on a intitulée « Comment la circularité transforme-t-elle la mode d'hier à aujourd'hui ?» On est ravis de vous avoir. On est un peu en avance sur le timing, ça m'arrive quand même très rarement, on a 5 minutes d'avance. Du coup, ce que je vous propose, c'est très succinctement de vous présenter et de présenter très rapidement ce que vous faites. Bon, Elisabeth, tout le monde connaît Elisabeth. Pauline, oui. Alors, ça fonctionne, oui. Alors du coup, Pauline, cofondatrice des Raccommodeurs. Les Raccommodeurs, c'est une solution technique et opérationnelle, on reviendra dessus après, pour aider les marques à mettre en place leurs services de réparation de manière omnicanale, en ligne, en magasin et sur tout type de produits. Bonjour à tous, je suis Léa Gillet, cofondatrice de Trace for Good. Et donc on est une solution qui permet de recréer des écosystèmes de confiance entre les marques et leurs fournisseurs, et puis de l'autre côté, les marques et leurs consommateurs. Et pour ça, on développe un logiciel de traçabilité. Et on travaille avec IKKS maintenant depuis un peu plus d'1 an. Bonjour, moi je suis Aude de la société Smala, je suis la cofondatrice. Smala, c'est un e-shop de la mode durable pour enfants. La mode durable, c'est la seconde main et le déstockage. On a un modèle complètement intégré, c'est-à-dire qu'on achète des vêtements, on les reconditionne dans nos entrepôts et on les revend. Et on est partenaire d'IKKS depuis 1 an maintenant. Alors bonjour à tous, désolée d'être dos à vous. Donc moi je suis Blandine, la fondatrice des Réparables. Donc les Réparables, c'est un atelier de réparation textile qui s'adresse aux particuliers, aux marques de vêtements et aux entreprises. Et on est spécialisé dans la réparation. Et on a également une plateforme digitale pour faciliter la réparation pour les particuliers qui puissent commander directement leur réparation. Et on travaille avec IKKS depuis presque 1 an aussi. Voilà. Super, merci encore à toutes d'être avec nous ce matin. On a une table ronde 100% féminine, comme vous pouvez le voir, donc on est ravis. Donc vous travaillez toutes d'une manière ou d'une autre dans l'économie circulaire, dans la mode circulaire, et aujourd'hui on vous a invité pour explorer ensemble comment ce modèle d'économie, de nouvelle économie, de mode durable et circulaire transforme finalement l'industrie de la mode entre les défis, les différentes solutions aussi qui existent, les perspectives vers l'avenir, où est-ce qu'on va, pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça signifie finalement cette mode de demain. Et pour commencer, j'aimerais revenir un peu en arrière, 10 ans auparavant. Alors 10 ans, c'était il n'y a pas si longtemps finalement. Et pourtant, la circularité dans la mode, était presque absente du paysage. On n'en parlait quasiment pas, voire pas du tout. On avait des pratiques finalement contraires à cette économie circulaire, avec des marques qui multipliaient les collections, avec moins de 1% des matériaux utilisés dans l'industrie de la mode qui étaient recyclés. Quel a été, selon vous, et peut-être Aude notamment, sur le principal obstacle justement qui a empêché l'industrie de s'engager plus tôt dans cette circularité ? Alors, oui, ça marche. Déjà, je pense qu'en fait, il y a une longue prise de conscience. En fait, on a complètement, le modèle s'est complètement renversé, et donc il faut mettre tout le monde d'abord dans le train. C'est long. Pour décomplexer tout le monde, moi, quand j'ai créé Smala, je voyais, donc en 2016, personne parlait de seconde main. Et quand on l'a fait, c'était avant tout pour des raisons économiques. Et donc voilà, donc je pense qu'il faut décomplexer. On va pas refaire l'histoire. On a fait des choses dans le passé, et c'est génial, c'est qu'on peut faire mieux dans le futur. Donc cette longue prise de conscience. Ensuite, il y a la fast fashion qui a finalement, moi je dirais, rendu les consommateurs assez addicts de la nouveauté, avec des collections en effet qui sortent, je sais pas combien de fois par mois, par semaine. Donc on est rentré dans un modèle où il y a toujours de la nouveauté. D'ailleurs, sur tous les e-shops, s'il y a nouveauté, c'est bien que c'est ça qui attire. Donc on a donné l'habitude aux consommateurs d'aller toujours vers de la nouveauté. Donc tout ça, c'est aux antipodes en fait de l'économie circulaire.
Et puis en fait, ce qui est compliqué pour les marques, c'est que économiquement, c'est ça qui marche. Donc en fait, aller se mettre dans l'économie circulaire alors que plus on produit, plus ça marche, et puis moins c'est cher, moins c'est durable, plus ça marche aussi, c'est compliqué. Donc il faut arriver à s'inscrire dans une vision long terme, faire des choix sur le très long terme, ce qui n'est pas évident, encore plus aussi dans la conjoncture actuelle qu'on connaît du textile en mouvance et qui ne va pas très très bien. Et donc voilà, je dirais qu'il n'y a aussi aucune incitation, il n'y avait aucune incitation économique à le faire, aucun encouragement économique à le faire. Depuis peu, il y a une législation qui commence à se mettre en place, qui force un peu les marques à aller vers l'économie circulaire. Voilà, donc je dirais que c'est vraiment ce chemin, c'est un changement de mentalité profond, et donc pour ce changement, ça nécessite du temps, en fait. Blandine, tu voulais peut-être ajouter sur ce sujet ? Oui, pour compléter, donc plutôt sur l'aspect réparation, puisque dans la circularité, il y a beaucoup de choses. Il y a la traçabilité, l'éco-conception, la réparation, faire de la seconde main, de l'upcycling, puis enfin recycler. Et pour ce qui est de la réparation, je te rejoins beaucoup sur l'aspect économique. En fait, pour moi, il y a deux freins principaux, il y en a plein d'autres, mais le principal, c'était donc effectivement qu'il ne faut pas que la réparation coûte plus cher que le vêtement à l'origine, ce qui est assez compliqué, tout simplement parce que en général, pour la plupart des articles qui sont fabriqués, ils sont fabriqués très loin, avec une main-d'œuvre à bas coût, ce qui fait que, à l'inverse, ils sont réparés en France avec une main-d'œuvre avec des salaires normaux, ce qui fait que on se retrouve en fait à avoir un delta qui est complètement... en fait, on parle de deux choses complètement différentes. Donc ça, c'est assez difficile au départ de faire comprendre aux gens que faire réparer quelque chose, ça peut parfois leur coûter le prix du vêtement. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui ne savaient pas qu'on pouvait faire réparer. Nous on en voit souvent qui nous disent mais je pensais même pas que c'était possible. Donc il y a une méconnaissance de la part du consommateur sur ce qui est possible. Et puis j'ai envie de dire la désirabilité, le fait de rendre ça un peu sexy, la réparation. Il y a ça commence à le devenir, ça change, mais on a tous l'image de la réparation de Mamie Lucette qui répare un petit, sur les chaussettes, qui met un écusson pour réparer un jean. Donc, on n'a pas forcément envie de faire réparer son super jean IKKS avec un ballon de foot au niveau du genou. Donc, il y a ça aussi, quoi. C'est de faire switcher un peu ce truc-là et de rendre la réparation sexy, qualitative, désirable, et d'essayer de pouvoir la proposer à un prix qui soit acceptable par le client. Mais c'est marrant, en parlant de la réparation. En fait, même si tu parles de Mamie Lucette, en fait, la réparation, elle était largement utilisée auparavant et dans le temps. En fait, tous nos grands-parents, ils ne faisaient que réparer. C'était normal. Oui, exactement. C'était normal et du coup, ça a complètement disparu parce qu'on s'est retrouvé à avoir des prix de vêtements qui ont baissé, quoi, de par l'arrivée de la mode, fast fashion ou autre. Voilà, tout simplement. Mais c'était quelque chose de normal avant. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'on l'a perdu. J'ai l'impression que du coup, c'est un peu en train de revenir au goût du jour et on y reviendra. Mais c'est vrai que c'est une pratique qu'on avait, et en tout cas qui était dans les pratiques communes de la vie de tous les jours, quoi. Moi, j'ai toujours vu ma grand-mère réparer ses jeans, réparer les chaussettes. Effectivement, quelque chose qu'on fait plus du tout aujourd'hui. Par contre, la question de la traçabilité, et notamment Léa, elle était à l'époque, en tout cas rarement et jamais abordés. Aujourd'hui, ces deux sujets, réparation et traçabilité, sont essentiels dans l'économie circulaire et dans ces discussions. Pourquoi, selon toi, et à quel moment les marques ont commencé finalement à s'intéresser à cette traçabilité ? Est-ce qu'il y avait une motivation de la part du consommateur, ou à quel moment finalement tu as senti, toi en tout cas, le déclic ? Oui, donc c'est aussi assez récent. Je pense qu'on a tous en tête le drame du Rana Plaza il y a un peu plus de 10 ans. Donc je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à se dire il faut regarder ce qui se passe dans les chaînes de production.
Le mot traçabilité, je pense qu'en premier lieu, il a aussi été utilisé dans le luxe pour les sujets de traçabilité post-achat, puisque le sujet de la contrefaçon, c'est important. Il continue de l'être, évidemment, dans le cadre de l'économie circulaire, avec la mise en place de nouveaux business models un peu plus circulaires. Et nous, précisément, on est sur la traçabilité pré-achat, donc la traçabilité des chaînes de production. Et ça, effectivement, on en parle beaucoup depuis 4 ou 5 ans, je dirais. Et ça a vraiment commencé par le sujet réglementaire. En fait, c'est ce que disait Blandine, quand on n'a plus le choix, quand ça devient obligatoire, les marques commencent à s'en occuper. Il n'y a pas une seule réglementation, il y en a une multitude qui sont portées par 2 philosophies différentes. Il y a celle qui concerne plutôt la responsabilité élargie du producteur, et donc le fait de regarder ce qui se passe dans les chaînes de production, et celles qui ont plutôt comme objectif la disponibilité de l'information pour informer les consommateurs. Ça rejoint le deuxième point qui a fait bouger les choses, c'est que les consommateurs montrent pas mal de défiance vis-à-vis des marques et de ce qui est expliqué sur les sujets RSE, dont on a pourtant besoin de parler parce que c'est comme ça qu'on éduque la société à consommer différemment. Donc en fait, les deux choses se rejoignent et il y a besoin de traçabilité. Il y a aussi d'autres sujets qui poussent ce besoin, c'est évidemment réduire les risques. Personne n'a envie d'un scandale ou d'être responsable de choses dramatiques. Ouais, l'image de marque, quoi, et la communication. Ouais, exactement. Et le dernier point, c'est les marques ont besoin de faire des bilans carbone, des analyses de cycle de vie, avec des réglementations comme la CSRD. On a besoin de mise en place de vrais reporting complets au niveau de la société qui sont vraiment structurants sur la donnée extra-financière. C'est d'ailleurs un sujet dont les directeurs financiers sont en train de prendre en main. Donc ça va maintenant au-delà de la RSE, ce qui est un très bon point. Et donc ce qui fait qu'on a en tant que marque besoin de récupérer des informations qu'on n'a pas, qui sont chez les fournisseurs, d'où le besoin de traçabilité. Je rejoins ce que disait Blandine sur la rentabilité, le fait que ce soit pas juste for good. Aujourd'hui, on voit des vrais retours sur investissement pour la traçabilité. Évidemment, une relation de confiance qui se recrée avec ses fournisseurs en premier lieu, avec les clients aussi, et sur la fidélisation. En fait, plus de données produits, c'est une meilleure expérience de la marque. Donc évidemment, ça, c'est désirable pour une entreprise. Il y a tout le sujet des coûts, des amendes, des scandales qu'on va éviter. Et ça représente des risques financiers qui sont vraiment significatifs aujourd'hui. Évidemment, c'est un enjeu RH. On attire les meilleurs talents quand on a derrière ce qu'on raconte, en fait, des vraies initiatives qui vont se retrouver dans la vie et dans la vie de l'entreprise. Et dernier point qui concerne un peu plus les marques qui, par exemple, qui participent à des appels d'offres. Nous, on a des clients dans l'équipement de protection individuelle. On a eu des retours de clients qui nous disent qu'ils ont gagné des appels d'offres parce qu'ils avaient mis en place ces problématiques de traçabilité. Donc, on commence à avoir des vrais use cases où on impacte la top line des entreprises. Donc, tout ça est très positif. Et c'est vrai que c'est intéressant, du coup, on voit bien que les motivations sont un peu différentes. Certains le font pour de la com, certains le font pour gagner des appels d'offres. Mais en tout cas, ça montre que ça va vers le bon, ou en tout cas le droit chemin, si on peut dire. Mais c'est vrai que c'est fou de se dire que jamais, il y a 10 ans, on aurait eu cette table ronde-là. Et il y a 10 ans, c'était en 2015, donc c'était vraiment hier. Et c'est intéressant du coup de t'avoir avec nous, Elisabeth, pour mieux comprendre la transition concrète finalement d'une entreprise vers un mode beaucoup plus circulaire, puisque historiquement IKKS est une marque qui est issue d'un cadre beaucoup plus linéaire, ancrée dans une logique de production, de consommation, mais voilà, il y a pas mal de changements et de transitions avec des nouvelles façons de faire. C'est intéressant d'avoir ton avis sur les défis justement qu'IKKS a fait face il y a 10 ans. Comment s'est passé un peu le passage à la mode circulaire? Connaissant un peu ton histoire, je trouve que c'est intéressant aussi de la raconter. Si tu peux nous dire un peu les différents obstacles que tu as dû surmonter et que le groupe a dû surmonter. Oui.
Déjà, juste une petite rétrospective pour raconter aussi en fait ce que disait Aude au départ. En fait, on a été fondé en 1987 dans le Choletais. C'était une période où en fait l'industrie textile se portait plutôt bien en France. Il y avait beaucoup de marques dans le Choletais. Il y avait énormément de marques qui d'ailleurs certaines ont disparu, qui étaient importantes, hein, comme Newman par exemple. Et donc, on faisait partie de cette euphorie-là, on va dire. Ensuite, effectivement, on a senti en fait que toutes ces marques commençaient à se retailiser. Et un des éléments qui a permis ça, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit que toute la délocalisation qui a été faite, il faut quand même se rendre compte qu'en fait, c'était l'Europe qui a levé les quotas. Hein, donc, c'était pas une volonté des entreprises au départ, c'était surtout que l'Europe a favorisé ça en disant, comme aujourd'hui un peu on entend d'ailleurs autour du problème de l'agriculture, en fait, hein, on ouvre les frontières, allez, et les quotas vont tomber. Et effectivement, du jour au lendemain, l'Asie était devenue un Eldorado. Et cet Eldorado, c'est vrai que ça a permis à beaucoup de marques comme nous d'aller fabriquer des choses plus loin et d'être du coup plus créatifs parce qu'en fait, les prix étaient moins élevés, effectivement. Donc après, moi, c'était mon métier avant la production, donc on a toujours essayé d'avoir des fournisseurs partenaires, d'essayer de bien faire les choses, etc. Mais c'est vrai que toute la partie délocalisation, où on voit aujourd'hui tous les néfastes pour l'industrie européenne, ça a été vraiment super pour les entreprises. Donc, et je pense que cette partie-là a permis de faire beaucoup de marge. Et cette marge, elle a été investie en fait dans les magasins. Et donc, c'est toute la grande période en fait du retail. Et voilà. Et d'ailleurs, je regardais. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais chez Tam, j'étais pas ici quand ça s'est passé. Je me rappelle du premier magasin Zara qui a ouvert à Paris en 2000. On est tous allés le voir. On s'est dit, bon, ça va pas marcher. Hein. Bon, voilà l'histoire. Donc il y a eu 2000 avec cette grande période-là. Ouais. Et donc, il y a 10 ans, nous, on était en fait, effectivement, c'était un peu, il y a eu 2008 avec la crise des subprimes, etc., où toute l'économie a été un petit peu bof. Mais nous, notre gros coup, bien évidemment, comme tout le monde, ça a été le Covid. Ouais. Et en élément interne important, c'est que en fait en 2015-2016, en fait on a été racheté et en fait nos nouveaux actionnaires nous ont demandé de faire un bilan carbone. Et on l'a fait donc sur l'année 2019 et du coup en 2020, quand tout s'arrête, on a les résultats de ce bilan carbone. Et avec Nathalie qui a fait l'introduction tout à l'heure, on a épluché ça puis on s'est dit mince alors Nathalie et moi, ça fait des années qu'on est dans ce domaine sans imaginer en fait tout l'impact que l'on avait, particulièrement sur cette nouvelle donnée qui était le carbone. On voyait bien qu'il y avait des moments sur des parties sociales, des parties pollution, mais en fait l'impact carbone. Et puis on a beaucoup travaillé ensemble, on a commencé à créer un comité RSE dans l'entreprise. Et c'est là qu'est née notre stratégie Act for Better, avec plusieurs piliers, et dont un qui est effectivement sur tous les sujets de circularité. Et l'autre chose du Covid, en fait, ce qu'on a constaté au retour du Covid, c'est que le mode de consommation de l'enfant avait complètement changé. Je pense que pendant la période Covid, les gens ont plus eu l'habitude de fonctionner par le e-shop, ce genre de choses. Ils ont eu un peu moins peur en fait de cette seconde main. Ça s'est développé très fortement. Et le premier secteur qui est pour nous un de nos secteurs majeurs, c'est l'enfant. Ça a été tir. Et donc, on en a beaucoup souffert. Hein. On a dû d'ailleurs même faire un PSE autour de ce sujet-là l'année dernière. Donc ça nous a quand même obligés à réfléchir autrement, puis à se dire où sont partis nos clients sur l'enfant, et globalement ils étaient partis sur Vinted. Donc c'est là qu'est venue l'idée de se dire on va faire quelque chose au niveau de la seconde main. Ça a été le premier vraiment atelier sur lequel on a voulu travailler. Et puis c'est pour ça qu'on a contacté Aude, qui est vraiment spécialiste de ça. Et puis en plus, on voulait faire quelque chose de local, puisque Aude, elle est sur Nantes et nous, on est tout près. Voilà. L'autre point qu'on a vraiment beaucoup travaillé aussi au niveau de la circularité tout de suite, c'est l'éco-conception. Un gros travail sur les matières. Revoir en fait nos sourcings. Revoir en fait nos compositions. J'en reparlerai un peu plus tard, mais ça, c'était le deuxième axe. Et plus récemment, effectivement, on a parlé de la réparation. Voilà.
Et c'est intéressant parce que tu parlais effectivement de ces années où tout le monde s'est un peu délocalisé, a été complètement hors Europe. Et comment est-ce que tu reviens de ça? Comment est-ce que c'est vrai que c'est compliqué de se dire, bah voilà, en fait, il y a eu un peu ce moment, cette expansion. Et comment est-ce que tu... Alors, en fait, la chance quand même qu'on avait dans le groupe, c'est qu'on a toujours fait un mixte. Donc, en fait, on n'est jamais parti à 100% en Asie. On a toujours gardé une activité qu'on appelle le travail à façon, qui représente à peu près 40% en fait de nos approvisionnements. Et donc, on avait gardé le contact. On avait encore des façonniers proches. On connaissait les fournisseurs de matières européens. On achetait encore notre laine, nos tissus laineux du côté de Prato, nos imprimés du côté de Côme. Donc ça, on a toujours gardé, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on s'est pas retrouvé tout d'un coup à se dire, mince, comment on va faire? Donc après, on a plus analysé, et puis c'est vrai qu'aussi on a senti chez les fournisseurs proches, une sorte de... ils ont senti eux aussi que ça revenait en fait. Tout d'un coup, les usines ont été un peu plus chargées, et puis du coup, eux plus créatifs, plus envie de faire, etc. Et aujourd'hui, c'est quand même plus simple finalement de revenir. Après, il y a des catégories de produits. Je sais qu'il y a Inès qui est là, en fait, qui s'occupe du pull chez nous. Tu peux pas faire vraiment du pull en proche, un petit peu en Italie, mais très peu. Donc là, typiquement, tous les métiers à tisser, jacquard, etc., ils se trouvent aujourd'hui qu'en Asie. Donc on a vraiment perdu un savoir-faire. Donc c'est clair qu'il y a des secteurs où c'est plus compliqué que d'autres de rapprocher les productions, quoi. Et c'est intéressant aussi quand tu parles de, vous vous êtes arrêté au moment du Covid, il y a eu ce bilan carbone, et en fait, ça vous a donné de l'information, et c'est un peu ce que tu disais, Léa, sur, en fait, les entreprises, elles demandent de plus en plus d'informations. À l'époque, cette information, elle n'était pas demandée, ou en tout cas, elle n'existait pas, elle n'a pas été recherchée. Et maintenant, plus on a d'informations, plus on se rend compte de l'impact de chacune des entreprises et de chacun des concepts. Et effectivement, on peut commencer à agir. Je pense que le fait d'avoir ouvert sur ces sujets-là permet vraiment aussi ces changements et d'aller vers un mode beaucoup plus circulaire. Et du coup, effectivement, tu parlais des différentes initiatives que IKKS a mis en place. Moi, j'avais envie de parler d'un sujet et de te faire parler, Blandine surtout, sur les savoir-faire anciens. On en a parlé quand on a préparé la table ronde. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on a beaucoup de métiers anciens qui aujourd'hui ne sont plus finalement des métiers anciens puisqu'ils sont remis au goût du jour. Toi, aujourd'hui, tu travailles justement avec ces métiers anciens et ces savoir-faire. Comment est-ce que tu les as remis au goût du jour? Comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu vois ça dans une perspective un peu future? Alors, je vais essayer de synthétiser parce que c'est un très gros sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, le fait de rendre désirable la réparation, c'est valable pour le consommateur, mais c'est aussi bien sûr valable pour les gens qui sont derrière. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on aura beau vouloir mettre en place tout type de service, derrière, il faut des gens avec des mains pour pouvoir réaliser ce travail-là. Et c'est donc le cas pour la réparation. Donc il a fallu faire en sorte que le métier soit attrayant, que les conditions de travail soient sympas, que la manière dont est perçu le métier aussi soit changée, puisque moi je suis issue d'une filière professionnelle où à l'époque il y avait d'un côté les gens qui faisaient des études et les gens qui étaient dans une filière pro. Et ça m'a toujours... mais j'ai jamais compris cette espèce de clivage qui pouvait y avoir, puisque je dis toujours que pour faire marcher ses mains, il faut une tête. Donc de toute façon, il n'y a pas à dire on est moins intelligent quand on travaille manuellement. Donc pendant de nombreuses années, les métiers manuels ont été quand même très dévalorisés. Donc déjà, ça repasse aussi par ça. Les revaloriser, les rendre attrayants par plein de choses, notamment aussi au niveau des écoles, faire des interventions, des animations. On fait aussi pas mal, nous, d'événements dans les boutiques ou dans les entreprises. On va venir faire de la réparation en direct. Le but, c'est de rendre aussi cette réparation accessible et que les gens voient vraiment de leurs propres mains, de leurs propres yeux, pardon. Parce que dès qu'on se rend compte et qu'on voit techniquement, non, mais ça c'est
impossible à réparer et qu'on voit la personne le faire devant vous, tout de suite, ça change complètement et voilà. Et en plus, ça met en valeur la personne qui le fait. Puisque, en général, dans les métiers de la confection, chez les façonniers, on était plutôt des gens un peu cachés aussi. Donc, voilà. Oui, c'est vraiment des savoir-faire qui sont remis au goût du jour. Et effectivement, pareil, c'est vraiment de l'information à donner aux consommateurs qui voient en fait que c'est du travail, ça prend du temps. Et donc, alors parfois, ça peut être un peu coûteux, mais parce qu'il y a du temps, il y a quelqu'un derrière, on n'est pas juste sur des machines. Et il y a de plus en plus, finalement, j'ai vu des écoles qui se créent spécialement sur ces métiers. Bon, alors c'est brandé brandé métier du ancien métier, etc., nouveau métier du futur. Bon, voilà. Mais c'est hyper intéressant de voir justement que finalement l'économie circulaire et la mouvance dans laquelle on est s'inclut au sein de toute la société, également dans l'éducation, dans les formations. Donc c'est assez intéressant. Et il y a pas mal d'autres initiatives aussi qui voient le jour, Pauline, dans l'industrie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, alors oui, il y a des initiatives qui voient le jour dans l'industrie. Donc, comme on l'indique, c'est une industrie qui est en mutation pour plusieurs raisons. Donc, il y a les raisons qui sont responsables et RSE, mais il y a aussi, il faut faire face aux défis aujourd'hui de l'industrie du retail, l'augmentation de la concurrence ou les consommateurs qui sont de plus en plus exigeants et qui demandent de plus en plus de services. Moi, j'ai vu un récent sondage qualitatif qui disait que 75% des consommateurs étaient prêts à aller vers la concurrence dans le cas d'un service client décevant. Donc c'est énorme. Et ça montre que les entreprises doivent faire évoluer leur modèle et apporter de plus en plus de services pour répondre en fait aux attentes des consommateurs. Donc aujourd'hui, proposer des services de seconde main, de la transparence, de la location ou de la réparation, ça répond à ces enjeux-là. Déjà parce que ça répond à des enjeux business, puisqu'en fait on voit que ce sont des modèles qui se développent de toute manière auprès des consommateurs, et ça répond aussi aux attentes des consommateurs. Dans le cas de la réparation précisément, si on le prend d'un point de vue service après-vente, donc service après-vente, ça va être un peu toutes les demandes des clients vis-à-vis d'un produit en post-achat. On voit que en fait, faire évoluer son service après-vente, c'est hyper important aujourd'hui. Je donne un exemple, mais un client qui viendrait chez une enseigne et qui dirait voilà, j'ai envie de faire réparer mon produit, j'ai un problème. Si on voit que, si la marque notifie que en fait c'est du hors garantie, il y a eu un problème d'usage ou que ça fait trop longtemps qu'il a été acheté, on peut plus laisser un consommateur sans réponse. Donc on peut plus lui dire désolé, on peut rien faire, rentrez chez vous. Donc aujourd'hui l'enjeu ça va être de dire on vous propose un service de réparation pour vous accompagner en post-achat, et en gros si vous êtes un client IKKS ou d'autres marques, quand vous achetez chez nous, on vous accompagne longtemps par la suite, et c'est vraiment des enjeux de service client. Et donc en termes d'initiatives, aujourd'hui on en voit pas mal dans le domaine de la mode. Il y a des marques qui ont même mis des services de garantie à vie. On peut avoir des Balibaris ou des Royal Mail qui proposent sur certaines pièces ou sur certaines réparations des garanties à vie qui disent on vous accompagne tout au long de la vie du produit. Il va y avoir des initiatives comme ce qu'a mis en place IKKS ou d'autres comme le groupe SMCP ou Sœur, où on le voit beaucoup dans le domaine de l'outdoor, mais en fait le service de réparation payant qui permet de dire on a un service, une conciergerie, un service de réparation par la suite. Et on voit même, en fait, nous on accompagne également des multimarques qui proposent un service de réparation en multimarque pour faire venir des consommateurs dans leur point de vente et pour créer tout un espace, un environnement textile dans son ensemble. Donc voilà, on voit qu'il y a des initiatives qui fleurissent, il y en a beaucoup, et que ça répond à des enjeux RSE, mais aussi business et de service client. Et du consommateur finalement. Tout à fait. Ouais, qui lui en fait est est demandeur. Et demandeur. Exactement. Donc on parle de tout ça, de traçabilité, de réparation, d'éco-conception de seconde main. Tu as commencé à nous en parler un petit peu, Elisabeth, des différentes initiatives que vous mettez en place aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus concrètement quelles sont les 3 grandes initiatives que tu as mis en place pour vraiment inscrire IKKS dans un développement long terme d'économie circulaire? Donc le premier vraiment c'était autour des matières et puis en fait de la conception des produits, donc ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc bien détailler en fait d'essayer d'avoir le plus en plus soit de polyester recyclé, de coton recyclé, de coton biologique, enfin de faire attention à tous nos approvisionnements.
On a réussi aussi à tracer des filières en fait jusqu'au cotoculteur en Inde sur un schéma qui est le coton en conversion, et ça on est assez content de ça parce que c'est quand même assez rare de remonter jusque là. On travaille aussi par exemple sur le coton. On a un fournisseur aujourd'hui qui nous propose même du coton européen, du coton espagnol. Donc tout ça en fait on a fait un gros travail en fait sur les matières, sur les traitements également. Il y a eu un petit projet en fait qu'une marque du groupe E-Code a mené, mais qui était très intéressant, qui c'était un programme de Minimal West qu'on a fait avec Mylène Lorgueillou, Zero West. Et là où dès la conception en fait le styliste réfléchit à son modèle pour que lorsqu'on fait le placement en production en fait, lorsqu'on va produire, il y ait le moins de déchets possible. Donc là c'était vraiment de pousser le curseur hyper loin pour se dire et on avait réussi parce qu'en moyenne, il faut quand même savoir qu'on est entre 15 et 20% de déchets quand on fait quand on produit et qu'on fait notre placement. Et là, en fait, on était réussi à descendre à des moins de 5%. Donc, ça permettait aussi de pas avoir des déchets matières. Donc ça, c'est un des gros points. Le deuxième point, évidemment, c'est la seconde main avec l'enfant que l'on a mis en place, qui a démarré au mois de mai cette année. Et donc, on a fait un test donc depuis à peu près la même période, d'ailleurs, sur la réparation, où donc là, le service, il est de dire que, en fait, le client vient en magasin et grâce à l'application donc des raccommodeurs, le vendeur est capable de faire un devis devant la personne, donc il n'y a pas d'inconnu de savoir combien ça va coûter, parce que c'est aussi souvent ça le problème. En fait, les gens venaient, vous pouvez réparer, oui, ça va coûter combien ? Aucune idée. Tandis que là, en fait, on peut faire le devis, et puis donc, en fait, quand le produit va être réparé, soit c'est une petite réparation et là on le fait en local, soit c'est une réparation un peu plus importante où on veut garder le côté premium de la marque, et là en fait on fait une réparation dans l'univers de la marque. Donc quand il y a un changement de zip, c'est un zip IKKS qui est posé, et donc là c'est toute l'équipe de Blandine qui s'en occupe. Voilà. Et puis bien sûr aussi la traçabilité. Donc ça fait 4, de sujets sur lesquels on est allé. Effectivement, il y a eu la loi AGEC qui nous a un petit peu obligés à le faire. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul. On a quand même plusieurs saisons maintenant de traçabilité. Et on sait aussi que en analysant un peu plus dans le détail, on va se rendre compte aussi de certaines incohérences dans nos achats, de certaines façons de faire, pour aussi améliorer les choses, que cette traçabilité aussi nous perfectionne finalement dans notre métier. Finalement, IKKS a fait des partenariats avec pas mal de startups, ou en tout cas d'entreprises, pour ramener un peu de la circularité au sein de tous les processus, notamment avec avec vous toutes, mais notamment avec toi, Pauline. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur... alors là, vous avez un partenariat effectivement avec IKKS, mais comment est-ce que d'autres partenaires abordent ces sujets-là ? Est-ce qu'ils sont ouverts à faire des partenariats avec vous ? Est-ce qu'ils sont réticents ? Comment est-ce qu'ils voient ce type d'initiative ? Est-ce qu'ils ont plus envie de le faire en interne ? Une fois qu'une enseigne a décidé en fait de mettre en place une initiative pour X ou Y raison, et donc d'ajouter un service à sa panoplie de services, la question se pose de comment on le met en place. Et effectivement, ça peut être fait en interne, ou ça peut être fait grâce à des startups qui aident, ou à d'autres spécialistes. Aujourd'hui, les enseignes, elles ne sont pas expertes en seconde main, elles ne sont pas expertes en réparation. C'est pas le cœur de métier. Donc en fait, mettre en place toute l'architecture qui permet de mettre en musique le service, c'est super compliqué. C'est pas le cœur de métier, et ça prend un temps fou, et ça nécessite une certaine expertise, et donc un gain en expérience sur le sujet qui n'est toujours pas leur cœur de métier. Et ça prend du temps. Exactement. Donc surtout les gros groupes sont plutôt enclins à être accompagnés par des entreprises plus agiles, qui les aident, donc je disais, à mettre en musique. Donc par exemple, sur le service de réparation, une fois qu'on a décidé qu'on mettait en place un service de réparation, on va se poser la première question, c'est qui font les réparations ? Qui sont les experts qui vont faire les réparations ? Donc là, en l'occurrence, c'est pas les raccommodeurs, ça va être les artisans locaux, comme le disait Elisabeth, avec qui IKKS travaille, ou pour les prestations plus
spécifiques, qui nécessitent plus de savoir-faire. Ça part chez des ateliers plus qualitatifs, si je peux dire, ou en tout cas sur lesquels on a plus de suivi, comme les réparables avec Blandine. Et une fois qu'on se dit ça, on se dit d'accord, mais comment on va rendre ce service accessible à tous nos clients en omnicanal, que ce soit en magasin ou dans toutes nos boutiques. Et puis ensuite, comment nos collaborateurs en magasin, comme le disait Elisabeth, vont pouvoir poser un diagnostic dès lors qu'ils ne sont pas du tout spécialisés là-dedans. Comment on gère tous les flux, qu'ils soient physiques ou financiers, entre le client final, tous les artisans, le siège qui en fait a une politique spécifique qu'il souhaite appliquer partout. Comment on gère tout un réseau d'artisans qui permet de couvrir à la fois géographiquement tous les clients et toutes les boutiques, mais en plus toutes les catégories de produits. Et enfin, du coup, techniquement, comment on met en place tout ça pour que ça puisse s'intégrer dans les différents départements de la marque, pour qu'en fait ça devienne vraiment un service intégré et donc un point de stratégie au niveau de la marque. Et nous, c'est comme ça qu'on les accompagne, les raccommodeurs, en fait, grâce à notre plateforme technique et opérationnelle qui permet de mettre en musique, de configurer, de suivre les flux, de suivre la data d'un service qui est le service propre IKKS et donc le service de la marque. Donc elles sont plutôt demandeuses, ou en tout cas elles vous accueillent les bras ouverts, quoi. Oui, plutôt. On est un facilitateur, je dirais. Ouais. Tu confirmes? Et Aude, sur la seconde main, toi, comment est-ce que ça se passe un peu les partenariats avec les marques? Est-ce qu'elles sont aussi ouvertes que chez Pauline? Comment elle voit ces initiatives qui pop-up un peu partout? Ouais. Alors nous, et d'ailleurs Elisabeth, tu me l'as dit en visio et tu l'as redit là, c'est vrai que le Covid a marqué vraiment un changement et la croissance de la seconde main. Donc clairement, les marques, elles nous voient quand même encore vraiment comme un concurrent. Donc elles doivent aller vers la seconde main, mais en même temps, la seconde main est concurrente. Donc c'est très complexe. Au départ, c'est vrai qu'il y a eu certaines marques qui se sont dit, en fait, les vêtements, ils sont déjà produits. On a nos magasins, on le fait en interne, comme ça, hop, on reste dans un réseau bien fermé. Sauf que ça marche pas parce que c'est un savoir-faire hyper particulier, c'est des références uniques, nous on a un entrepôt qui fait des milliers de mètres carrés, c'est vraiment un savoir-faire. Donc petit à petit, les marques ont été ouvertes à travailler avec des startups comme nous sur ces sujets de seconde main. Ce que moi j'observe aujourd'hui, c'est que les marques, ça fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que les marques sont contentes, les clients sont contents, ils déposent les vêtements. Mais quand il s'agit de vendre les vêtements de seconde main, là, les bandes passantes en termes de communication sont quand même beaucoup plus restreintes parce que communiquer sur une promo de je ne sais quoi, ça va faire un chiffre d'affaires de fou. Communiquer sur la seconde main, forcément, beaucoup moins. J'ai envie de dire, en fait, si on veut, je pense que le marché est en train de se structurer. Moi, je vois les marques comme vraiment des partenaires, et si on veut que les choses soient pérennes, en fait, il faut vraiment travailler main dans la main, comprendre les problématiques des uns et des autres, pour que ces partenariats perdurent. Il y a une boîte qui s'appelait Patatam, je ne sais pas si vous connaissez Redive. Typiquement, en fait, cette boîte, elle a été coulée par des mastodontes, en fait, qui ont imposé leurs tarifs. Patatam y est allé parce que c'était peut-être une opportunité, mais en fait, et donc aujourd'hui, tous ces mastodontes, ils n'ont plus un partenaire. Donc en fait, ils se retrouvent tout nus pour gérer la seconde main. Il n'y a plus un article dans la rayon. Et là, ils se disent, en fait, oui, on a peut-être un peu été agressif commercialement. Donc voilà, donc c'est bien comprendre les contraintes de chaque partie et créons ces partenariats pour que ça dure. Et on parle beaucoup des entreprises, des startups, de tous ces projets qui font des partenariats, et c'est super. Mais je pense que le consommateur a aussi un rôle hyper important à jouer dans ce changement de paradigme et d'économie. On en a parlé un petit peu sur le besoin d'information de la part du consommateur.
Blandine, comment est-ce que toi tu vois les comportements justement des consommateurs? Comment est-ce qu'ils arrivent à se traduire dans cette évolution? Est-ce qu'ils ont vraiment une part de changement dans la stratégie des marques? Est-ce qu'on pourrait vraiment leur attribuer ça? Et comment est-ce que, grâce un peu à leur acte d'achat, finalement, ils vont réussir à se faire poser des questions aux entreprises? Alors, le consommateur, nous, on voit vraiment une différence quand on a démarré en 2019-2020. Au départ, on avait plutôt des gens qui étaient un peu les puristes de la réparation, de je fais durer jusqu'au bout. Je dirais que ça a duré un an ou deux. Et puis après, on a vu des gens qui venaient pour le fait de faire durer le vêtement parce qu'il y avait un attachement émotionnel très particulier au vêtement. Ensuite, on a vu des gens qui venaient faire réparer parce que économiquement, ils se disaient j'ai mis 400 € dans ma doudoune. Bon, si je dois remettre 30 €, je le fais, il n'y a pas de souci. Donc on voit vraiment quand même une vraie évolution au niveau des typologies de clients sur le particulier. Et donc c'est aussi valable en fait sur la marque, puisque on a différentes catégories de gens qui s'habillaient chez différentes marques sur différentes gammes de prix. Et donc si eux changent de comportement, forcément les marques elles doivent elles aussi s'adapter. Elles ne sont plus simplement, on va dire, un metteur en marché. Elles mettent le produit sur le marché et derrière elles doivent accompagner, j'ai envie de dire, le produit et l'utilisation de son produit auprès de son client. Et donc elle fait appel à tout un tas de services et donc voilà, et donc effectivement oui, il y a vraiment un changement de la part des consommateurs et donc des marques. Je dirais c'est l'un et l'autre quoi. Si la marque le propose, le consommateur il va recevoir et ça va devenir un réflexe pour lui. Et si le consommateur est demandeur, la marque va devoir s'adapter. C'est un peu circulaire là aussi. Quoi. Exactement, circulaire aussi. Et tu le disais, Pauline, tout à l'heure, quand tu citais ce chiffre de 75% des consommateurs sont déçus par un service client, sont prêts à se tourner vers la concurrence. Donc ça prouve, exactement, c'est énorme et ça prouve bien qu'effectivement le consommateur a un poids hyper important. T'en parlais un peu, Elisabeth. Vous, comment vous l'avez vu chez IKKS? Est-ce que votre consommateur a un poids important dans vos changements de stratégie? Sur l'éco-conception, clairement, c'est un peu décevant. C'est pas forcément parce qu'un produit est en polyester recyclé, au coton biologique, etc., qui va se vendre mieux. Pas vraiment. L'intention, je trouve que je dis souvent que les consommateurs, ils sont un peu schizophrènes, quoi, en fait, entre. Voilà. Je vois Blandine qui acquiesce. Excuse-moi Elisabeth, mais pour faire le parallèle avec la nourriture, par exemple, on veut, du bio, du vegan, mais si c'est pas bon, on va pas le goûter, quoi. Donc dans le vêtement, c'est pareil, il faut quand même que ce soit beau. Alors bon, j'espère quand même qu'on avait quand même des beaux produits en bio. Bien sûr. Non, pardon. Un petit message. Non, bien sûr. Pas par rapport à IKKS en général. Mais bon, en tous les cas, on se rend compte que, en fait, c'est pas du tout, alors peut-être que c'est notre type de client, je ne sais pas, mais en fait, on sent pas une sensibilité forte sur ce sujet-là. Donc, il faut vraiment que du coup, en interne, on soit bien motivé, qu'on motive beaucoup les équipes sur l'impact, le bilan carbone, pourquoi, etc., pour avoir envie de continuer, parce que franchement, on n'a pas un retour très fort de la cliente à ce sujet-là. Sur la partie seconde main, effectivement, comme le disait Aude, on a eu beaucoup de gens qui ont ramené des vêtements. Donc, et donc ça, on était un peu surpris parce qu'on avait mis certaines conditions. On s'était dit, oh là là, ça va être rédhibitoire. En fait, non, on a eu beaucoup de retours. L'autre point positif aussi, c'est que nous, on rémunère les clients avec un ticket cadeau, donc qu'ils peuvent réutiliser dans la marque. C'est un peu le moyen de, voilà. Et en fait, les clients réutilisent beaucoup. Plus qu'en fait le bon cadeau, donc on a un upsell, donc ça c'est vraiment rentable. Après, Aude a complètement raison. Donc en fait dans le système qu'on a fait avec Aude, quand un produit qu'on récupère, il est vendu est sur notre site e-shop dans un onglet seconde main ou sur le site Smala, et c'est vrai que sur cette partie-là c'est beaucoup plus mou en fait, et certainement pour les raisons que tu as dit, il y a plein de choses, il faut après c'est tout récent pour nous, donc ça fait depuis le mois de mai, donc je sais qu'il y a plein,
on a réfléchi à nos tarifs, on est en train de faire plein de choses, mais en tous les cas, la partie récupérée, on s'attendait pas à avoir autant. Donc ça, c'est plutôt positif. Et sur la partie réparation, donc le test s'est quand même plutôt bien passé, puisque en fait, on a décidé de l'étendre à tout l'homme cette année et de faire un test sur la femme. Donc cette partie-là, elle marche plutôt bien, d'autant que je pense que sur l'homme, c'était vraiment un territoire qui était vraiment bien pour la réparation, quoi. Et est-ce que vous communiquez justement sur ces initiatives? Parce que je pense que, alors effectivement, le consommateur peut être demandeur, mais est-ce que, voilà, sur l'éco-conception, sur le partenariat avec Smala, le fait que vous ayez de la seconde main, est-ce que c'est des choses auxquelles vous communiquez finalement, sur lesquelles vous communiquez? Alors, je suis pas spécialiste de la com, il y en a ici, mais oui, en fait, on parle beaucoup quand même de nos actions RSE. Sur notre e-shop, en fait, on a toute une partie où en fait, qu'on a appelé Act for Better, où on décrit tout ça. Donc je pense que, quand je vois par rapport, alors il y a des marques qui le font un peu plus de notre niveau de gamme, mais on n'est pas non plus de ceux qui le font pas, quoi, en fait. Donc je pense que c'est correct, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, parce qu'effectivement, le consommateur, quand on parlait, et Blandine, tu parlais de, voilà, lui, il peut être en demande, on voit qu'il peut changer de marque s'il y a un mauvais service client, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le devoir des entreprises, des marques, c'est aussi, voilà, de montrer un peu toutes ces actions. Parce que souvent, c'est marrant, il y a quelques années, je parlais avec Nespresso, alors pas, encore une fois, dans le monde un peu de la food. En fait, ils ont toute une campagne de recyclage de leurs capsules qui n'est pas du tout connue de la part du consommateur, et je trouvais ça très dommage parce que moi, j'avais une très mauvaise image de Nespresso jusqu'à ce que je parle à la directrice de la com qui me disait mais en fait, on fait tout ça. Sauf que la marque n'en parlait pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la marque aussi, si elle veut asseoir son nouveau modèle, c'est important qu'elle informe, encore une fois, le consommateur de tout ça. En tout cas, voilà, il y a de nombreuses marques qui ont entamé voilà, toute cette transition, mis en place plein d'initiatives, on l'a vu. Il y a encore pas mal de défis, notamment sur la transparence. Et Léa, si tu peux nous en dire plus, comment est-ce qu'on peut, ou comment dans le futur, les marques peuvent garantir un peu la transparence tout au long de la chaîne de la valeur, parce que la chaîne est quand même assez longue. Comment est-ce qu'on fait finalement, comment les marques peuvent faire pour garantir cette transparence auprès, encore une fois, du consommateur? Oui, donc effectivement, c'est fondamental, et je pense que, Elisabeth, par rapport à ce que tu disais, le fait que les consommateurs ne suivent pas sur les matières, je pense qu'une grande partie de ça, c'est juste qu'ils ne savent pas, en fait. Il y a vraiment un vrai sujet d'éducation, et je pense qu'on a tous ici, et les marques en premier lieu, un rôle d'éducation des consommateurs et de changer ce qui est désirable. C'est le mot que tu as utilisé, Blandine, et il nous touche beaucoup chez Trace for Good. Changer la désirabilité, parce qu'on donne plus d'informations aux consommateurs pour faire des choix responsables. Donc bref, oui, la traçabilité et les transparences sont nécessaires. Pour revenir plus précisément à comment on met ça en place, en fait, c'est des sujets nouveaux. Les réglementations, elles changent. Nous, on s'est lancé il y a 3 ans. Les marques, on donnait l'exemple, KKS a commencé il y a 1 an et demi. Donc, c'est des sujets nouveaux pour tout le monde. Je pense qu'il y a 2 choses à garder en tête qui sont vraiment importantes. Le premier, et ça, clairement, ça s'améliore puisque les marques maintenant ont du recul et commencent à avoir de l'expérience, c'est d'avoir, que ce soit une vraie stratégie d'entreprise et d'avoir tout le monde aligné. En fait, la traçabilité, c'est pas qu'un sujet de production, ça impacte aussi la communication, le marketing, le design avec l'éco-design, l'IT, évidemment, parce qu'on a envie d'automatiser tous ces flux de données, donc ils sont très, très impliqués, et notamment en ce moment, avec KKS, c'est des sujets importants. Donc voilà, en tout cas, c'est sûr que c'est plus simple quand c'est porté par la direction, et ensuite on voit qu'il faut des gens comme Elisabeth qui font tout tenir ensemble. Voilà, en tout cas, ça demande un peu de recul sur quelles sont les données qu'on a, quelles sont celles qu'on veut et comment on bridge de l'un à l'autre. Le deuxième point, c'est plutôt par rapport aux fournisseurs. En fait, on voit que, évidemment, nous, on est sur un sujet tech, on est un logiciel, on veut tout automatiser. Mais en fait, ça reste une relation de client à fournisseur où il y a beaucoup d'humains. Donc, je pense qu'il faut vraiment appréhender le sujet
avec ces deux aspects, c'est tech, mais aussi il faut investir du temps, accompagner ses fournisseurs. Nous, ce qu'on voit, c'est que l'onboarding des fournisseurs et l'explication, la présentation de la démarche de la part de la marque, elle est fondamentale pour que ça suive derrière. Et c'est, encore une fois, c'est pas que for good, c'est juste que en fait, c'est vraiment plus efficace quand on fait ça. Voilà, je pense que c'est les deux points importants à avoir en tête. Et sur la réparation, alors toute la transparence est aussi hyper importante de pouvoir aussi suivre. Comment est-ce que toi tu le vois, Pauline, de garder cette transparence sur toute la chaîne? Il y a effectivement du coup toute la traçabilité amont. Avant que le produit soit vendu, mais si on parle de circularité et que donc l'enjeu c'est d'allonger la durée de vie du produit, il y a toute la traçabilité aval une fois que le produit a été vendu et qu'il a plusieurs vies, et c'est ça qu'on souhaite promouvoir dans la mode circulaire. Et alors là, il y a pas mal de défis parce que du coup, allonger la durée de vie d'un produit et lui donner plusieurs vies, c'est avant tout, si on peut dire, la réparation, parce qu'un produit ne sera recyclé qu'une fois qu'il n'est plus réparable, mais c'est aussi par la seconde main, par la location et donc toutes ces vies-là. Mais pour pouvoir allonger la durée de vie d'un produit, il faut qu'il soit bien produit, et c'est un gros enjeu. Donc c'est comment on éco-conçoit un produit, comment on change son design pour qu'en fait il soit réparable. Mais ça, Blandine pourrait dire beaucoup de choses dessus, je pense. Et donc derrière, comment on donne cette information là sur la conception du produit, sur je sais pas moi, ses matières, son montage, ses pièces détachées, tous ces éléments qui vont derrière permettre de faciliter la réparation, de faciliter la revente, de faciliter la location, et donc d'allonger en réalité un maximum sa durée de vie. Et d'ailleurs, non, je voulais dire, mais je pense que tu en reparles après, Camille, mais c'est quelque chose qui va être peut-être facilité par la mise en place du DPP, du Digital Product Passport, en Europe, qui en fait va donner des informations sur un produit, mais derrière, dans un monde complètement idéal, ce serait génial de pouvoir savoir quand son produit a été acheté la première fois, quand est-ce qu'il a été réparé, quand est-ce qu'on l'a racheté, quand est-ce qu'on l'a revendu, et donc d'avoir toute une traçabilité aval qui soit super fournie et qui donne une histoire à un produit. Oui, en plus, il y a un côté un peu émotionnel aussi, de l'histoire du produit, de qui l'a porté, d'où est-ce que ça vient. Un aspect un peu crucial, du coup, de toutes ces initiatives, et notamment pour les grandes entreprises et pour les marques, j'en parlais avec Too Good To Go, mais c'est la rentabilité. Parce qu'en fait, alors tout ça c'est bien beau, l'économie circulaire c'est bien joli, mais il faut quand même qu'on arrive à concilier la durabilité et la rentabilité dans ce contexte. Vous, Elisabeth, sur ce sujet-là, où est-ce que vous en êtes ? Bon, je disais qu'effectivement, alors on n'a pas beaucoup de recul, mais sur la seconde main, on est plutôt content des résultats. Et sur la réparation, alors le test s'est bien passé. Après, c'est clairement en fait ce qu'on a fait sur la réparation, c'est quelque chose où aujourd'hui c'est rentable, mais ça n'amène pas d'argent réellement à l'entreprise. Donc là, il faut plus aussi penser, comme on le disait tout à l'heure, Pauline, du service en fait qu'on amène aussi aux consommateurs. Comme elle disait, surtout qu'en fait là, le test qu'on a fait, c'était sur le marché de l'homme, et l'homme en fait, il est très attaché en fait à son vestiaire. Et on s'est rendu compte que en fait un homme qui aimait bien sa parka, son manteau, etc. Il a été content de pouvoir la faire durer. L'autre point aussi qu'on avait quand même un peu peur, c'est que ça cannibalise pas nos ventes, par exemple, et pas du tout. En fait, si on n'avait pas pu réparer, le client n'aurait pas dit si c'est ça, j'achète une nouvelle parka, c'est pas grave, voilà. Donc ça c'est quand même aussi un petit peu, c'est aussi rassurant. Et clairement aussi en fait que les retours des responsables de boutique qui étaient un peu sceptiques au départ sur le projet, en se disant oh là là, ça va peut-être nous piquer des ventes, est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied, disent que vraiment c'est tout le contraire en fait. Le consommateur apprécie énormément cette part de service, et le fait de se dire je pense qu'en termes d'image et d'image de marque aussi, comme tu disais tout à l'heure, des vêtements de qualité peuvent se réparer, donc on sait qu'aujourd'hui c'est un peu le gros problème de Shine et Temu, c'est tellement, même en recyclage on sait pas quoi en faire tellement c'est de la merde quoi. Donc c'est vrai que là ça c'est, alors on peut pas parler d'une grande rentabilité, on n'est pas encore comme Decathlon où c'est devenu vraiment une partie importante de leur business, la location, l'atelier, etc. Mais c'est, en tous les cas on perd pas d'argent et ça amène du service, de l'image de marque, voilà.
Oui, c'est ça. Finalement, ça amène autre chose et c'est un investissement long terme. Oui. Donc, il faut vraiment faire ce pas et prendre un peu les devants pour le faire, pour dans le futur potentiellement avoir un retour sur investissement, quoi. Oui. Après, c'est vrai que sur les matières, comme je le disais tout à l'heure, c'est la partie qui est un peu la plus décevante. C'est vrai que clairement, faut pas imaginer qu'un coton conventionnel et un coton biologique s'achètent au même prix. Heureusement que non, et heureusement qu'on fait une différence de prix, parce que tout doit avoir une valeur. Parce qu'on oublie souvent un peu la valeur des choses. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent, comme je disais, on sent pas vraiment. Alors, il doit y avoir une part de nos clientes quand même qui apprécient ce genre de choses, peut-être dans l'enfant par exemple, mais c'est pas flagrant. Donc là, on a quand même nous, en fait, on a accepté, on s'est mis des objectifs de matière RSE dans nos collections, et du coup, en fait, on a accepté de perdre de la marge sur ces produits-là. Donc c'est quand même un effort qu'on a fait par rapport à ça. Et après, faut se rappeler quand même pourquoi on fait tout ça, en fait. Ce qui nous est régulièrement rappelé par le bilan carbone et tout ça. On a quand même une planète qui va pas très bien et l'entreprise a sa responsabilité, en fait, dans tout ça. Donc, il faut aussi avoir sa part, en fait. Voilà. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Léa, c'est vraiment de communiquer et de faire un travail d'éducation et de sensibilisation auprès du consommateur, parce que je pense que peu de consommateurs connaissent l'impact du coton, la différence entre un coton bio et un coton normal. Donc, ouais. C'est super complexe aussi. C'est-à-dire que même les consommateurs qui sont éduqués, il y a tellement de paramètres, il y a tellement d'éléments dans tout ce qui est responsable, dans tout ce qui est durable, ce qui est circulaire, que c'est super compliqué aussi à comprendre d'un point de vue consommateur. Donc, toute cette démarche d'éducation, elle est hyper importante, mais il faut aussi la faciliter. Oui, exactement. Il faut vraiment la démocratiser et que ce soit le plus simple possible. Sur justement cette rentabilité et tous les modèles un peu qui se développent, tu l'as un peu évoqué, Aude, tout à l'heure, mais comment est-ce que toi, tu vois un peu dans le futur les modèles, notamment de seconde main, qui vont se développer et qui se développent en parallèle des enseignes de neuf? Alors, tu parlais de concurrence. Moi, je le vois plus comme de la collaboration. Est-ce qu'on va vers ce modèle de collaboration? Comment est-ce que tu le vois et qu'est-ce que tu espères aussi pour le futur, quoi? Oui, alors c'est surtout qu'est-ce que j'espère. En fait, moi, je pense qu'on va migrer vers un modèle assez hybride entre neuf et seconde main. On répond pas tout à fait aux mêmes problématiques. Le neuf, il y a la nouveauté, il y a un côté assez molle. La seconde main, il peut y avoir la mode, mais un peu moins sur l'enfant en tout cas, mais répond à des problématiques plutôt économiques et écologiques. Donc, je suis persuadée que tout peut bien s'imbriquer. En fait, pour que ça marche, il faut aussi penser évidemment durabilité des produits, parce que en fait, la seconde main, elle n'existe qu'avec le neuf, et le neuf qui conçoit bien ses produits. Et durabilité des produits, pour moi, c'est bien sûr la qualité. Et on le voit, nous c'est assez flagrant chez Smala, on voit vraiment les marques avec des produits super quali et les produits beaucoup moins quali. Et on voit le taux de rejet n'est pas du tout le même. Donc il y a ce côté très qualitatif. Il y a aussi la durabilité, je dirais un peu dans le style aussi quand même, pour qu'un produit vive en seconde main, peut-être qu'il faut que les marques se posent la question de se dire, ok, ce produit il se vend aujourd'hui, mais est-ce que dans 3 ans il va se vendre, même dans 1 an? Se poser la question de à quel point être dans la mode du moment, ou pondérer un tout petit peu pour se dire que dans 2 ans, 3 ans, ce produit il sera encore achetable. Et puis, il y a le fait de ne pas avoir peur. Nous, on a plusieurs partenaires. On voit que le partenaire avec lequel ça marche le mieux, en fait, c'est celui qui va et qui se porte très bien et qui, dans cette conjoncture compliquée, fait de la croissance sur l'enfant. Eh bien, en fait, en neuf, c'est celui qui met le plus en avant la seconde main. C'est celui chez qui, dans quelques mois, on va être directement sur son site de neuf. Donc, nos produits, ce ne sera pas un site annexe. On va aller mettre notre flux de seconde main de la marque sur son e-shop de neuf.
Donc voilà, c'est pour se dire qu'on est... de toute façon, voilà, je pense qu'il y a une complémentarité qui est en train de s'installer et que la seconde main, c'est l'occasion pour les marques d'aller innover, créer, se poser la question, de se dire ok, qu'est-ce que j'en sais rien, je lance des pistes, mais qu'est-ce que je ne trouve pas en seconde main? Il y a des produits, moi je suis très bien placée il y a des produits introuvables en seconde main. Peut-être que ces produits accentuer la production là-dessus plutôt que des produits qu'on retrouve par milliers en seconde main. C'est vraiment un travail de collaboration finalement, et un travail de main dans la main pour que les deux continuent à perdurer et fonctionnent vraiment main dans la main. On l'a vu, il y a quand même pas mal de défis, mais en tout cas, ça donne quand même de l'espoir pour le futur. Alors pour terminer, si vous deviez choisir une priorité pour l'avenir, pour la mode circulaire, quelle serait-elle? L'éducation au consommateur, l'innovation technique, la réglementation ou un autre levier? Un peu tout, madame bonne dame. Parce que sans le consommateur, on ne fait pas grand-chose. La réglementation, ça nous oblige et c'est quand même des fois pas trop mal. Et puis on sait, les innovations techniques, elles sont nécessaires. Par exemple, aujourd'hui, on parle qu'on fait du polyester recyclé. En fait, on recycle des bouteilles. On ne fait pas réellement de polyester recyclé. Il y a toutes des filières encore à construire à ce niveau-là, qui peuvent être des nouveaux business d'ailleurs, en fait. Alors moi je dirais aussi le consommateur et la réglementation. Pour changer un marché, pour changer une configuration, ça doit venir d'en bas, de la demande. Et puis comme c'est des sujets qui sont, comme on le disait en introduction, aujourd'hui pas les plus rentables, pas les plus faciles, il faut que ça vienne aussi d'en haut par la réglementation pour forcer en fait la mise en place des nouveaux modèles. Et donc tout ça, c'est des cercles vertueux et ça s'alimente par la suite. Je dirais ça. Moi, je ne sais pas si c'est une priorité, mais en tout cas, je trouve une chose qui est ressortie, notamment de ce que t'expliquait Elisabeth sur la trajectoire très précise d'IKKS, c'est évidemment la rentabilité de ces modèles-là, elle est fondamentale dans le fait que ce sera porté par les directions. Mais je trouve qu'on a tendance à oublier la notion de robustesse, qui est pas la même que la performance, mais qui est de dire... si demain il y a le Covid et qu'on arrête d'acheter chez les enfants, la seconde main est déjà là et on n'en pâtit pas trop. Donc voilà, je trouve que cette idée de robustesse, qui d'ailleurs va ressortir, je pense, avec les premiers reporting CSRD, qui, avec la double matérialité, mettent l'impact écologique et social en parallèle avec l'impact financier. Je pense que c'est une notion dont les directions financières, les dirigeants vont devoir à laquelle il va falloir s'intéresser plus en détail. Moi, je dirais, lever les craintes. Voilà, lever les craintes pour arrêter cette paralysie, finalement, et avoir une vision un peu plus long terme, parce que aujourd'hui, on est encore dans des actions ultra court terme. On a envie de le faire, mais on n'ose pas trop. On y va pas. Il faut y aller. Donc, ne pas avoir peur, innover, se distinguer, et foncer, quoi. Oui, un peu dans le même esprit, j'allais dire accepter le changement, en fait, pas lutter contre le fait que le monde est en train de changer, les attentes sont en train de changer, donc prendre le train en marche, et puis justement, il en ressort aussi beaucoup de créativité de par, en fait, dès qu'il y a une contrainte derrière, ça décuple la créativité et ça devient positif. Super, merci beaucoup à toutes pour ces discussions qui sont hyper clés. On y voit un peu plus clair. La mode circulaire est en pleine mutation. J'ai l'impression qu'on est quand même encore un peu au début de tout ce qui va se passer. On a un beau futur devant nous. Il y a encore pas mal de défis. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse retourner vous asseoir. Et effectivement, on peut effectivement les applaudir. Merci beaucoup. Effectivement, il reste beaucoup de défis. Un des défis, on en a un peu discuté, on va aller un peu plus loin sur ce défi-là, qui est la législation et la réglementation. On a beaucoup parlé des entreprises, des consommateurs, des startups, mais qu'en est-il finalement de cette réglementation des pouvoirs publics? C'est ce qu'on va voir du coup avec Élie et Victoire, que j'invite du coup à me rejoindre.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être là. Élie, du coup, tu es responsable du plaidoyer de la communauté à la Fédération de la mode circulaire et Victoire, fondatrice du média The Good Goods. Du coup, on l'a vu lors de la table ronde, il y a beaucoup d'actions et d'initiatives qui sont mises en place par les entreprises et les consommateurs, mais la réglementation joue un rôle vraiment crucial dans cette accélération. C'est notamment tout ce que vous avez voulu mettre un peu au sein de la Fédération de la mode circulaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Élie, sur la jeunesse du projet? Pourquoi est-ce que déjà vous avez créé cette fédération et les missions que vous faites aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la Fédération de la mode circulaire, elle a été créée en avril 2022 à l'initiative d'une dizaine d'experts du secteur, dont Victoire, qui ont vu dans leurs diverses activités qu'il y avait un manque à combler sur vraiment l'économie circulaire, en particulier dans la mode, puisqu'il y avait déjà des fédérations historiques comme la Fédération du prêt-à-porter, la Fédération de la haute couture, des associations comme Fashion Green Hub aussi qui couvrent extrêmement bien la partie mode responsable dans son ensemble, mais voilà, il manquait cet organe de représentation en particulier sur l'économie circulaire. Et donc aujourd'hui, on a 3 axes d'action principaux qui sont tout d'abord le plaidoyer, donc la représentation des acteurs engagés auprès des pouvoirs publics à l'échelle française et européenne, dont on parlera un peu plus tard. Le deuxième axe d'action, c'est d'accompagner les structures engagées dans le développement économique et la rentabilité de leurs activités circulaires. Donc ça, nous, on le fait à travers à la fois des groupes de travail, des projets collaboratifs, mais aussi un accompagnement en one-to-one des entreprises selon leurs besoins. Et enfin, le troisième axe, c'est d'arriver à promouvoir les activités des acteurs engagés à travers à la fois des événements que nous, on organise en interne, comme la journée de la mode circulaire que tu connais bien, Camille, donc qui a lieu en avril à l'Institut français de la mode et qui aura à nouveau lieu pour la 3e édition début avril, mais aussi à travers notre participation à des événements extérieurs pour permettre de prêcher la bonne parole au maximum. Et vous avez créé la fédération il y a combien de temps? Il y a 2 ans et demi maintenant, ouais, au départ récent. avec une cinquantaine d'entreprises. Et aujourd'hui, on a une communauté d'environ 250 entreprises adhérentes qui se positionnent vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on va avoir avec nous aussi bien des marques, soit qui sont vraiment engagées par nature, entre guillemets, ou celles qui sont plus en transition vers des pratiques plus circulaires. On va avoir des plateformes de seconde main, des plateformes de réparation, évidemment, des plateformes de collecte, pas mal de recycleurs aussi, des plateformes d'upcycling, de revalorisation de stocks dormants, que ce soit en matériaux ou en produits finis. Donc c'est vraiment une communauté extrêmement large et notre objectif, c'est d'arriver à mettre tout ce petit monde autour de la table pour parler des sujets d'économie circulaire et puis pour faire avancer le secteur dans son ensemble. Et effectivement, du coup, ça prouve bien qu'en 2 ans, de passer de 50 à 250, qu'il y a de plus en plus d'entreprises et de marques qui sont intéressées et qui s'intéressent au sujet. Aujourd'hui, la fédération, c'est vraiment un acteur incontournable dans la mode circulaire. Alors toi, Victoire, tu étais au tout début du projet, mais tu as voulu aller encore plus loin avec la création d'un média fondé sur la mode circulaire. Alors l'idée, c'était un peu quoi? De démocratiser cette mode circulaire, d'amener de l'information, de mener des actions? Alors, déjà, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à toutes et à tous. The Good Goods, c'est une entreprise qui a presque 8 ans aujourd'hui, donc qui initialement était un média d'information sur les impacts de la mode conventionnelle et les solutions donc plus responsables pour y remédier. Je l'ai cofondé avec mon frère, avec l'optique initiale de s'adresser plutôt aux consommateurs et aux consommatrices. Et assez vite, on s'est rendu compte que même s'il y avait une appétence de certaines personnes sur ce sujet, il y avait encore une maturité qui était très faible dans la société civile et que surtout les impacts étaient beaucoup plus dans les mains des entreprises que dans la responsabilité individuelle des citoyens à travers leurs actes d'achat. Et donc progressivement, on a évolué plutôt vers un modèle B2B. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise que j'ai reprise il y a 2 ans et que j'ai fait shifter complètement pour les professionnels. Donc 90% des contenus aujourd'hui de The Good Goods sont adressés aux pros.
en dehors de Instagram, qui est notre canal de vulgarisation pour le grand public. Mais l'idée de départ dans ce renouveau du média, c'était de dire il n'y a pas de hub, il n'y a pas de banque de données centralisée qui permettent simplement, de façon complexe et simplifiée, mais pas simpliste et pas manichéenne, d'aborder des sujets d'écologie dans la mode qui ne soient pas le fait d'activistes militants dont le travail est absolument indispensable, mais qui est difficilement audible par les entreprises, et en même temps qui ne soit pas une couverture de greenwashing avec des fausses solutions. Et donc, moi, j'ai l'amour de la mode, j'ai l'amour des mots, et j'ai aussi une espèce de passion d'apprendre, et je suis une scientifique de formation. Et donc, tout ça, en fait, m'a amené à m'interroger sur la meilleure manière de restituer la veille que j'effectuais au quotidien, par appétence intellectuelle, et comment est-ce que je pouvais à la fois la mettre dans les mains des grandes entreprises, donc qui sont nos lecteurs, le luxe, les premiums, le mass market, tout confondu, et également utiliser des outils de communication pour les porteurs de solutions, que sont toutes les entreprises, par exemple, qu'on a pu entendre juste avant, pour montrer aux grandes boîtes qu'elles existent et que les solutions, elles sont là. En revanche, qu'il faut mettre la main au portefeuille, qu'il faut former ses équipes et qu'il faut sauter à pieds joints justement dans ces initiatives, notamment circulaires. Donc la circularité fait partie évidemment de ce dont on parle sur The Good Goods, mais The Good Goods se veut être le média finalement de la mode de demain, avec un arrêt peut-être idéalement dans le futur de ce schisme entre mode responsable et mode conventionnel, dans l'idée que en fait la mode de demain, c'est la mode qui innove en faveur d'une soutenabilité de ses actions et d'une cohérence de ces actions en regard des écosystèmes dont on fait partie. Ouais, et finalement, vous avez un peu un double rôle, ce que je comprends en tant que média. Est-ce que tu parlais aussi d'Instagram? Donc, le consommateur reste aussi hyper important. Donc, de vulgariser un peu toutes les actions et autour de la mode possible et auprès des B2B. Vous avez aussi des actions de lobbyistes, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus aussi? Absolument. Alors souvent on me demande ce que je fais et les gens me disent t'as plein de projets, tu fais 1000 trucs différents, et moi dans ma tête pas du tout. J'ai une ligne droite, c'est le contenu de qualité. J'essaye d'aller chercher le contenu le plus récent et la quintessence des informations, de croiser, donc de faire des méta-analyses des sources d'informations sur des données qui sont jamais des données chaudes. On n'est pas du tout un AFP de la mode. Il y en a qui le font hyper bien, Fashion Network et autres, mais on relaie pas nous des actus. On va plutôt se poser et faire des dossiers de fond. C'est quoi la rentabilité des modèles circulaires? C'est quoi la CSRD? C'est quoi l'affichage environnemental? Comment est-ce qu'on éco-conçoit une chemise, un t-shirt, etc. Comment est-ce qu'on raccourcit ses chaînes de valeur, on change son sourcing et autres. Donc tout ça, en fait, on l'aborde sur le média. Et donc quand je parle j'essaye de partir de la quintessence de l'information la plus complexe que j'adresse aux professionnels, et ensuite, on dégraisse et on simplifie, on vulgarise et on utilise idéalement le meilleur canal, les meilleurs éléments de langage pour s'adresser à la bonne cible, qu'elle soit, je sais pas moi, des collégiens, des citoyens qui sont hyper profanes, comme récemment j'ai accompagné Charlotte Lemay, qui est une influenceuse et une mannequin avec des fortes convictions écolo, et qui a une asso qui s'appelle Aware, qui organise régulièrement des voyages de quelques jours de sensibilisation d'influenceurs macro, donc des gens qui ont plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux, qui connaissent rien du tout à l'écologie, qui même en ont peur parce que ils ont tellement l'habitude de bosser avec des marques conventionnelles qu'ils ont peur d'un backlash sur les réseaux s'ils mettent un petit doigt dans un produit éco-responsable. Et donc le but, c'est d'amener ces gens-là avec bienveillance et pédagogie, mais quand même des choses concrètes, à ces notions. Et donc c'est effectivement ce qu'on fait. Nous, on est des upcyclers de contenu. En fait, on prend une racine et on se dit, ok, l'affichage environnemental pour les marques, c'est quoi? Quelles sont les startups qui accompagnent à sa mise en place? Et finalement, comment ça va se traduire pour le conso? Aussi bien en termes digital, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Comment est-ce qu'on simplifie? Mais aussi en termes physiques. C'est quoi la signalétique dans les boutiques de demain quand on a des solutions comme Trace for Good, par exemple, qui vont, au-delà du QR code qu'on connaît toutes et tous, mais qui finalement est peu utilisé par les consommateurs, faire partie de notre quotidien. Et donc on essaye de s'interroger comme ça et de penser avec 10 ans d'avance ces solutions adressées à tout le monde. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit au début. Alors tout était passionnant et ça montre à quel point le sujet est riche et complexe. En fait, moi j'adore réfléchir avec différentes casquettes que vous avez aussi, parce qu'ici vous êtes toutes et tous des pros, a priori, si on est réunis dans cette salle. Donc vous représentez une marque, vous représentez différents corps de métier dans cette marque, mais vous êtes aussi des consommateurs citoyens et citoyennes, vous êtes peut-être des parents, vous êtes peut-être des personnes engagées politiquement, et donc vous avez des casquettes, peut-être même des investisseurs en fait, pourquoi pas, dans des crowdfunding
ou de plus grande envergure. Mais donc vous avez diverses casquettes et différentes manières d'agir. Et donc ce qui fait que quand on se représente le triangle, moi j'aime bien dire que c'est un carré de l'action ou de l'inaction, dans lequel il y a les entreprises, les légiférants et puis les citoyens, où tout le monde se refile la patate chaude. Voilà, les consos disent les entreprises font rien, les entreprises disent les lois devraient bouger plus, etc. Moi, j'ajoute donc l'angle finance, qui est un énorme sujet dont on parle pas. Mais voilà, comment est-ce qu'on finance la transition ? Comment est-ce qu'on parlait tout à l'heure de ROI ? Qu'est-ce qui fait sens ? Est-ce que c'est mieux le nombre d'invendus sauvés ou le chiffre d'affaires ? Ou est-ce qu'on peut trouver une ligne de crête entre les deux ? On essaye de s'adresser effectivement à l'ensemble de ces personnes et en chaque personne à l'ensemble de ces casquettes. Et peut-être que tu veux m'amener sur la lutte contre l'ultra fast fashion. Exactement, je t'amène là-dessus. Alors oui, ça c'est un combat que j'espère on porte, tout le monde porte ici. Ça c'est assez intéressant de voir comment mon métier actuel a évolué au départ le prisme adressé aux citoyens, à ensuite je m'adresse aux entreprises et je monte de plus en plus dans la pyramide des entreprises, la pyramide hiérarchique pour savoir à qui je m'adresse, idéalement aux dirigeants. Donc je salue vraiment l'effort qui a été fait aujourd'hui de réunir tout le monde. Et effectivement, la complémentarité de tout ça, c'est la loi. Moi, je viens d'une famille avec un historique côté maternel politique. Je m'étais vraiment juré de ne jamais faire de politique, ce que je ne fais pas. En revanche, j'ai des actions à la portée politique, c'est évident. Et je sais aussi que c'est la brique indispensable qui, tout le prisme de la contrainte et ou de l'opportunité concurrentielle, on peut voir ça comme on veut, parce que moi, je considère que, par exemple, mettre en place une solution de traçat ou bien améliorer la conception de ces produits, c'est aussi un avantage concurrentiel et un bon calcul à long terme. C'est pas que éviter de se faire taper sur les doigts par la loi. Mais donc, c'est une brique indispensable, notamment pour assurer la viabilité économique des marques qui font bien, en premier lieu. Ça, c'était un premier point. En fait, tu peux pas défendre des marques qui cherchent à être éco-responsables tout en laissant complètement légitimes des marques qui font absolument n'importe quoi. Et au départ, le moteur de la lutte contre Chine, donc un micro-rétroaction, mais en gros, en avril, c'était il y a presque 2 ans, j'ai lancé une pétition contre le modèle économique de l'ultra fast fashion, sous couvert d'un faux collectif, parce que je voulais pas me faire taper dessus directement, donc, et soutenu par la Fédé de la mode circulaire, la Fédé du prêt-à-porter, tout un tas de personnes qui ont relayé, en partant du constat en fait, du levier de la santé. Donc ça, c'est mon historique perso. Moi, je suis médecin de formation. J'ai changé de métier par passion et parce que je trouvais ça absurde de soigner des gens individuellement malades éventuellement de leur mode de vie. Donc de la pollution, de l'air, de l'eau, de tout ce qu'on se mettait sur la peau. Et je me disais, mais il faut agir en prévention. La plupart des entreprises, c'est pas qu'elles souhaitent mal faire, c'est qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Et donc, Chine, pour moi, c'est vraiment c'est la mort de l'humanité sous une couche de polyester, quoi. C'est-à-dire que c'est la consécration du pire. Ça pollue quand on produit, ça tue la santé quand on porte, et ça pollue à J7 de l'achat quand on le discarde, enfin quand on s'en sépare, je ne sais où, à la poubelle ou dans une borne de collecte, j'allais dire dans le meilleur des cas, mais finalement c'est des produits qui ont tellement pas de valeur sur le second marché que quoi qu'il en soit, ça finit dans la nature. Bref, je me disais, ça n'a aucun sens d'essayer de bien faire d'un côté si on ne restreint pas cette marque, et si on a été capable d'augmenter drastiquement le prix des cigarettes ou d'interdire des plateformes comme Wish, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse pas dire que c'est une hérésie que cette marque existe. Et si le levier écologique ne parle pas suffisamment aux légiférants, le levier de la santé parlera peut-être un peu plus, et le levier économique, parce que toutes les marques qui sont en train de fermer les unes après les autres, c'est aussi du fait de parts de marché qui se font siffler, sera peut-être un peu plus parlant, ce qui nous a permis d'approcher justement le gouvernement, le maire à l'époque, et effectivement des gens qui avaient une oreille un peu plus sensible à l'appel de la perte de parts de marché. Et alors, ça a donné quoi ? Il y a des choses hyper encourageantes. Non, vraiment. Hier encore, je ne sais pas si vous avez regardé la télé, il y a un reportage France 2 qui dénonçait Castaner, donc ancien ministre de l'Intérieur, qui est devenu lobbyiste et responsable RSE de la marque Shein. Là, je ne sais pas à quel moment on s'étouffe, en fait, mais bon. Ça me donne de l'énergie pour faire encore plus. Et donc, en tout cas, j'ai trouvé ça fabuleux qu'une plateforme comme France 2, aux 20h, fasse un 6 ou 7 minutes
consacré à cette marque qui est odieuse et à ces acteurs, à ces lobbyistes favorables, on va dire. Et ça, c'est pareil que ta réflexion sur il y a 10 ans, la table ronde n'aurait pas pu exister. Mais il y a même 6 mois, un tel dossier avec une telle ampleur médiatique n'aurait pas existé. Donc ça, c'est des signes plus que faibles, plus forts plutôt que faibles, qui me donnent confiance dans le fait que ça bouge. Très concrètement, et si vous voulez les petits papiers, ce matin j'ai eu la confirmation donc par Anne-Cécile Violent, qui est la rapporteuse de la loi anti-fast fashion, qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en mars, le 13 mars, qui est pas en désuétude, mais qui est en stand-by au frigo parce que le gouvernement en joue les chaises musicales. Mais n'empêche que ces personnes-là, Agnès Pannier-Runacher et d'autres députés et ou sénateurs, sont quand même très remontés. Maintenant, notre job, et celui aussi de la Fédé de la mode circulaire, c'est de justement les informer, en fait, ces représentants politiques qui ont eux aussi 50 casquettes et X sujets à traiter contre le plastique dans tous les corps d'industrie possibles et imaginables. Et donc c'est logique qu'ils ne soient pas au fait de pourquoi cette loi elle est indispensable, qu'est-ce que Chine, etc. Donc c'est aussi l'outil surpuissant du média, même si on reste un média de niche pour l'instant francophone, c'est de pouvoir se dire on met un pied dans la porte et on donne de plus en plus d'ampleur à ces sujets. Et je pense que c'est pour ça, beaucoup plus d'ailleurs que pour la casquette de représentante et mon assiduité au conseil d'administration, parce que clairement je suis la mauvaise élève du groupe, mais c'est pour la voix médiatique que je pense, c'était hyper important qu'on soit associé à la Fédé. Oui, carrément. Et d'ailleurs, tu disais qu'il y avait pas mal d'actions et que c'était le travail de la Fédé. Il y a une avancée qui est hyper importante, on en a parlé un peu tout à l'heure avec Pauline, du DPP, qui est le Digital Product Passport, qui est un peu souvent représenté comme une révolution en matière de transparence. Alors effectivement, on peut l'imaginer, on en parlait, il y a aussi ce côté émotionnel, on pourrait savoir d'où ça vient, où est-ce que ça va, est-ce que ça a été réparé, etc. Élie, est-ce que tu peux nous faire juste un rapide rappel de ce que c'est? Je sais qu'à la Fédé, vous travaillez dessus, un peu nous dire concrètement, parce que alors, normalement, sa mise en œuvre devrait être une exigence à partir de 2027. 2027, c'est demain. Est-ce qu'on y sera? Pour revenir un peu sur le contexte global de ce DPP, donc ça a été prévu par l'Eco-Design for Sustainable Product Regulation, donc au niveau européen, qui est entré en vigueur en 2024. Et donc qui prévoit ce fameux outil qui devrait être mis en place par les marques pour à la fois recenser des informations sur la traçabilité, sur les matières utilisées, sur les pays de production et aussi sur l'impact environnemental du produit à toutes les étapes de sa chaîne de valeur. Et donc effectivement il devra commencer à être mis en place par les marques en 2027 avec une implémentation progressive jusqu'en 2033 pour arriver à un DPP qui devrait être entièrement circulaire. Donc ça, c'est les informations qu'on a aujourd'hui qui sont assez limitées. Et donc, c'est un peu ça qui pose problème aux marques aujourd'hui, c'est que on a peu d'informations sur ce qui devrait être mis en avant concrètement et en termes de data, etc. dans ce futur outil. Donc c'est un peu la panique à bord pour pas mal de marques, mais en France on a la chance quand même d'avoir eu pas mal de réglementations justement en amont qui ont permis aux marques de commencer à s'intéresser à ce qui se passait dans leur chaîne de valeur et donc à retracer tout ça. Et donc pour les marques françaises c'est déjà un peu moins la découverte, mais en tout cas dans les autres pays ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Et donc nous, effectivement, au sein de la fédération, on a lancé un groupe de travail dédié à ce fameux DPP depuis le début d'année 2024, dans l'objectif de commencer à préparer la partie vraiment circulaire de ce DPP pour commencer à voir avec les différents acteurs de la chaîne de valeur comment on pouvait intégrer les problématiques autour de la réparation, autour des changements de main du produit, comment ces plateformes-là vont pouvoir utiliser ce DPP pour chacun des produits lui-même au fur et à mesure de sa vie, pour faciliter le recyclage aussi en fin de vie du produit. Donc on a publié un premier livrable dans le cadre de ce groupe de travail-là en novembre qui a déjà commencé à déblayer un peu le sujet pour placer toutes les étapes de la chaîne de valeur qu'on estimait pertinentes à prendre en compte dans ce futur DPP. Et donc là, on va lancer une deuxième phase de ce groupe de travail sur le mois de février, a priori, pour commencer à s'intéresser un peu plus à la partie data pure et à toute la tech derrière qui est nécessaire pour avoir un DPP qui nous paraît le plus pertinent possible par rapport aux enjeux, et donc pour ensuite s'en servir pour notre plaidoyer européen
et donc pouvoir aussi faciliter les choses pour les législateurs européens et donc proposer des solutions qui soient un peu clés en main pour eux. Parce que c'est vrai qu'on a souvent des discussions avec les législateurs et ils ont quand même peu de connaissances pratiques et techniques de ce qui se passe pour les marques. Donc c'est important qu'un acteur comme la fédération puisse se positionner en aide, entre guillemets, des législateurs pour faciliter les choses et pour s'assurer surtout que ce soit suffisamment robuste et puis suffisamment facile à prendre en main pour les entreprises après. Vraiment de faire le lien justement entre ces marques et ces entreprises et justement le législateur pour aussi comprendre les problématiques. Alors le DPP, c'en est une des réglementations pour encourager cette circularité. Est-ce que il y en a d'autres qui selon vous sont un peu les avancées réglementaires et concrètes qui vont être nécessaires si on pense à l'industrie textile en 2033, tu parlais de cette date. Quelles sont un peu les 2-3 grosses actions réglementaires qui doivent être mises en place? Willy. Allez, je me lance. Mais alors nous, la réglementation de demain, c'est un gros sujet sur lequel on travaille au sein de la fédération, puisqu'on publie chaque année un programme commun pour la mode circulaire, qui est notre livre blanc, et dont là, on a publié la 3e édition en novembre. Et donc c'est un programme qu'on co-construit chaque été avec nos adhérents pour identifier leurs grosses priorités et qu'est-ce qui pourrait vraiment, eux, les aider en termes de réglementation pour développer leurs activités. Et donc là, dans cette 3e édition, on identifie pas mal de mesures, notamment sur l'aspect fiscalité, avec notamment le fait d'avoir une TVA réduite sur les produits et les services issus de l'économie circulaire, donc une TVA à 5% au lieu de 20%. Pour du coup avoir un impact à la fois sur les frais des entreprises, mais aussi sur le prix final de ces activités-là. Pour le consommateur, on a aussi pas mal de mesures autour de la sensibilisation et de l'éducation au sujet de la mode circulaire. Donc ça passe notamment par le sujet de la publicité et de l'influence qui est soulevé notamment par la proposition de loi de fast fashion dont parlait Victoire à l'instant. On a aussi pas mal de sujets autour de l'éducation de tous les métiers, et pas seulement les équipes RSE, pour que tous les professionnels puissent aussi se saisir de ces sujets-là en interne et puis les porter et être vraiment des relais des équipes RSE. Donc ça passe notamment par des formations au sein des écoles de mode notamment. Et enfin, le 3e sujet, c'est aussi la problématique de l'environnement et du recyclage. Et donc là, on va viser notamment les questions de la régulation de l'export pour aussi s'assurer que tout ça soit bien géré en bout de chaîne et donc à la fin de la vie du produit. Et voilà, donc ça fait beaucoup de sujets et beaucoup de pistes différentes sur lesquelles on va travailler dans les prochains mois. Et aussi, on va attaquer là la partie plutôt plaidoyer européen. Et je vous l'annonce en avant-première, mais on aura un événement notamment à Bruxelles le 20 février pour commencer à s'attaquer davantage à cet échelon-là et s'adresser plus directement aux décideurs européens pour faire bouger les choses à plus grande échelle. Victoire, toi, est-ce qu'il y a des actions que tu as envie d'avoir en 2033 ? Oui, alors je pense à 4 piliers. Je vais aller du plus concret au plus imaginatif, on va dire, au moins en place en tout cas. Le premier, c'est évidemment la loi anti-fast fashion. Donc sans revenir dessus, peut-être la façon dont vous pouvez agir. Donc comprendre assez simplement quels sont les piliers de cette loi, mais les bonus pour l'éco-conception des produits, malus pour les mauvais produits, la régulation de l'influence pour l'ultra-fast fashion, le nombre de références aussi, de nouvelles références autorisées chaque année, etc. Donc les points clés, la régulation de la publicité bien sûr à l'intérieur de ça aussi. Et comment est-ce que vous pouvez stimuler les légiférants pour faire passer ce projet au plus vite, parce qu'en gros là l'enjeu c'est une fois que le gouvernement est stable, ce qu'on espère être le cas aujourd'hui, eh bien il faut qu'une fois que cette loi a été donc adoptée, ce qui est le cas à l'unanimité par les députés, elle soit révisée par le Sénat et elle rentre en vigueur. Donc il y a 2 enjeux, c'est la rapidité avec laquelle ils vont l'analyser, et le deuxième c'est la pureté du texte, c'est-à-dire ne pas le dénaturer, notamment sous la pression des lobbies, pour faire en sorte que finalement cette loi elle soit très peu restrictive. Et donc pour ça, vous pouvez écrire aux députés, aux sénateurs, ou tout simplement en parler autour de vous, commenter quand vous voyez passer des choses sur les réseaux, soit avec votre casquette pro, soit avec votre casquette citoyenne. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième, c'est celui qui concerne la santé. En fait, pour moi, la santé, au-delà du fait d'être indispensable à notre survie, c'est un levier impensé de l'écologie. Et donc, il faut absolument pousser des régulations qui sont déjà en vigueur, mais notamment, je pense à la réglementation REACH à l'échelle européenne, sauf qu'elle a été promulguée en 2007, qu'elle n'a pas été révisée depuis. Elle devrait l'être depuis 2022, 2023, puis 2024, et finalement, c'est reporté. Et donc, elle régule l'entrée sur le marché européen des produits qui peuvent contenir des contenants toxiques. Toutes les autres initiatives type je me rappelle jamais de l'ordre des lettres, mais Zero Discard Hazardous Chemical sont des initiatives qui sont plutôt sous l'ordre de l'ordre du volontariat de la part des marques. Donc c'est pas du tout contraignant. Et je pense que ça, faut pousser ces réglementations pour limiter notamment notre exposition et l'exposition de l'environnement aux PFAS, aux perturbateurs endocriniens qu'il y a dans les composants toxiques, etc., dont on connaît très peu pour l'instant les conséquences sur la santé, mais qui sont déjà dramatiques. Il y a un exemple très frappant qui est sorti il y a quelques mois dans une grande revue scientifique qui montrait qu'il y avait un parallélisme strict entre l'obésité infantile au UK, au Royaume-Uni, et l'emploi de retardateurs de flammes sur les objets en sky, les vêtements, etc. Pareil pour la cancérogénèse, enfin je ne vais pas vous déprimer, mais clairement l'axe santé est indispensable et il bouge très fort aux États-Unis, ce qui est assez intéressant parce qu'ils ne sont pas forcément en avance sur l'écologie. En revanche, et notamment en Californie, la loi de régulation de l'entrée des produits contenant potentiellement des PFAS, elle se muscle et notamment les marques de luxe sont très regardées et ça vaut pour des produits, donc c'est rétroactif même pour des produits qui sont encore en stock et qui ne sont pas nouvellement mis sur le marché. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième, ça concerne le grand export des produits textiles à l'étranger. En gros, vous savez, le grand export, c'est ces montagnes de déchets qu'on voit au Ghana, en Colombie, qui sont des drames environnementaux, sociaux, enfin tout ce qu'on veut, et qui est de plus en plus sur la table, notamment du fait du battage médiatique qu'il y a autour de ces sujets. Aujourd'hui, Le Monde ou des médias vraiment mainstream s'en emparent. Donc forcément, les marques vont être regardées aussi, au-delà des citoyens. Et là, il y a des discussions autour de la régulation de la qualité des produits qui sont exportés, parce que théoriquement, on n'a pas le droit d'exporter des déchets. Ça doit être des vêtements qui sont considérés qualitatifs et qui peuvent être vendus sur le second marché. Or, aujourd'hui, la vaste majorité, c'est du Chine et des produits très peu qualitatifs qui sont de fait balancés dans des décharges. Et le dernier axe, c'est un axe de sensibilisation et d'éducation. Je sais qu'il y a un sénateur qui s'appelle Jean Ingray, qui je crois est savoyard, qui voulait proposer, ou du Grand Est, une loi pour sensibiliser les tout-petits en maternelle et dans les écoles primaires à l'impact des vêtements. Et c'est vrai qu'en fait, ça paraît assez évident quand on interroge un enfant et quand on essaie de le sensibiliser sur le contenu de son assiette ou bien tout simplement de l'éduquer à ses goûts musicaux, cinématographiques et autres, c'est logique de lui faire connaître ce qu'il y a dans ses vêtements. C'est des éponges, les enfants, donc c'est vraiment un super âge et puis c'est aussi une génération qui va avoir affaire à d'autres défis encore. Et au-delà de ça, j'aimerais pousser, et là c'est vraiment utopique, mais on est là aujourd'hui, donc peut-être que ça peut changer, à une espèce d'obligation, si ce n'est déjà du bon sens, de formation continue des personnes en fait dans les boîtes de mode. La formation, c'est une autre FMC. La formation médicale continue, c'est une obligation quand on est médecin. En fait, on a l'obligation, on a des crédits à dépenser chaque année en congrès, en publication. On doit prouver qu'on a lu tel et tel article parce que pour être à jour de ce qui sort dans la littérature, est-ce qu'il faut choisir telle ou telle chimiothérapie ? On peut pas s'asseoir sur des connaissances qu'on a eues à la fac il y a 30 ans. Et donc, c'est une obligation légale. Et je trouve que dans le monde hyper complexe dans lequel on évolue, avec des problématiques qui sont complexes et systémiques, c'est illusoire de penser faire de la mode comme on l'a appris il y a 20 ans dans les écoles. Et donc, au-delà des initiatives ponctuelles que vous pouvez avoir, de vous former avec, des crédits CPF au quotidien, ça devrait être obligatoire dans les boîtes d'avoir des séminaires et puis des objectifs de formation sans que ce soit... pénible et barbant. Si vous avez des mauvais souvenirs d'école, ça peut être au contraire hyper ludique et je trouve que ça nous élève dans tous les sens du terme, y compris intellectuellement. Oui, encore une fois, c'est vraiment de l'information et donner de l'information, que ce soit aux employés, aux consommateurs, pour vraiment connaître en fait ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut un peu faire changer les choses, quoi.
Super. Eh ben, merci beaucoup, Élie et Victoire, pour vos insights. Ça montre bien que on va quand même vers une transition voilà, on croise les doigts. Il y a beaucoup d'efforts à faire, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent, qui se font, en tout cas de plus en plus rapidement. On espère 2033, du coup, se revoir peut-être tous ensemble et avoir des nouvelles positives, hein, peut-être. Merci beaucoup. Merci Camille, merci tout le monde. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre participation. Merci à toutes nos intervenantes, puisque ce n'était qu'un panel féminin, à ICACES d'avoir organisé cette matinée. Moi, j'étais ravie de la présenter. C'était très inspirant. On a eu des discussions vraiment sur hier et comprendre d'où vient vraiment cette mode circulaire et surtout comment est-ce que on peut, dans le futur, faire changer les choses et faire avancer la transition, aller de plus en plus vers cette économie circulaire. J'espère que ça vous a inspiré tout autant que moi. Continuez les discussions, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, c'est des sujets importants. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.